Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que manger de la viande, c'est même un acte politique. Ouais. Si t'es vegan, full vegan et que tu te supplémentes pas, au bout d'un moment tu vas mourir. Et tu te rends compte que quand tu manges des aliments de qualité, t'es beaucoup moins attiré par des choses industrielles qui... Les graisses saturées, elles sont vilipendées autant que la viande rouge. D'ailleurs, elles participent au fait que la viande rouge soit vilipendée et elles causeraient les maladies cardiovasculaires, etc. Que les gens ont un palais complètement déshabitué, quoi, avec trop de sucre, trop de gras, trop de sel. Quand même enlever, entre guillemets, la vie à quelqu'un, un animal. Viens, on rentabilise et on mange tout. Bienvenue dans Corps et Esprit, Le média qui muscle votre corps et renforce votre esprit. avec Meryl, Et Flavio. fondateur de Pareto Santé, le coaching ultra personnalisé pour entrepreneurs et cadres. Et de Nutripreneur, les compléments alimentaires français et naturels pour améliorer votre énergie, votre sommeil et réduire votre stress. Chaque semaine, on explore la santé physique et mentale pour vous aider à maigrir. Déborder d'énergie et accomplir vos projets les plus fous. Bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps Esprit. Aujourd'hui avec Meryl, on est trop content puisqu'on accueille David de chez Féroce. Franchement, on est trop content. Tu vas pouvoir te présenter. Juste avant ça, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre e-book récapitulatif en description et pensez à vous abonner. C'est grâce aux abonnements qu'on peut recevoir des personnes comme David aujourd'hui. Ouais. David, qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu ici? Dis-nous tout. Bah pourquoi je suis ici, ça je sais pas, c'est toi qui m'as invité. Donc je suis le fondateur de Féroce, une marque qui commercialise notamment de la viande, et on s'est fait connaître par un steak haché qui a la particularité d'inclure des abats à l'intérieur, le foie de bœuf étant l'aliment le plus nutritif de la planète, et donc on présente ça un peu comme un multivitamine naturel. Et en parallèle de quoi, j'ai un podcast qui s'appelle Limitless Project, sur lequel j'essaie de percer les secrets de la performance humaine en recevant des athlètes, des entrepreneurs, mais aussi des médecins et des scientifiques. Trop bien. Est-ce que... Vas-y, dis-moi. Non, t'allais pas lancer, vas-y. Qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, je vais vendre de la viande? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que manger de la viande, c'est même un acte politique. Ouais. Bah écoute, j'étais vraiment pas prédestiné parce que, un petit peu comme tout le monde, j'ai vu ces images de L214 qui m'ont traumatisé, qui montraient vraiment des pratiques abjectes, et donc j'ai fait une transition végétarienne. Ok. Et le fait est que, tu vois, j'ai testé plein de régimes, paléo, cétogène, hyperglucidique à un moment où je voulais prendre de la masse musculaire parce que je faisais beaucoup de musculation. Et finalement, le végétarisme est rentré dans cette grande expérimentation alimentaire et nutritionnelle. Et le fait est que ça m'a pas du tout convenu. Donc je l'ai suivi pendant 9 mois et je me sentais souvent ballonné, très souvent en train de digérer, le ventre un petit peu gonflé, je manquais d'énergie, je récupérais moins bien, je me sentais un peu lourd, tu vois, tout le temps. Donc j'ai voulu recommencer à manger de la viande, mais pas n'importe laquelle. Et donc j'ai été rencontrer des agriculteurs et notamment un éleveur qui était 100% à l'herbe, dont les pratiques étaient cohérentes avec mon éthique. À ce moment-là, c'était surtout pour une fidélité d'éthique et pas tant pour les avantages nutritionnels, parce que j'avais pas encore conscience de l'impact du mode d'élevage sur la qualité nutritionnelle de la viande. Mais voilà, mais tout ça pour dire que ce cheminement personnel m'a permis de mettre un pied déjà et d'élargir ma conscience vis-à-vis de la pratique d'élevage et de la viande. Et je le mentionnais, donc j'anime un podcast et dessus j'ai beaucoup de nutritionnistes, de médecins qui étaient alarmés par les niveaux de carence de la population générale. C'est un sujet que vous devez bien connaître avec votre marque Nutripreneur. Et avant c'était surtout les femmes enceintes, les personnes âgées, les sportifs, les entrepreneurs, parce qu'ils ont des vies beaucoup plus intenses et peut-être stressantes. Mais ces nutritionnistes faisaient le constat que maintenant, ça a touché vraiment la population générale en raison de l'appauvrissement des sols, de la consommation accrue de produits ultra transformés, mais également des polluants qui viennent attaquer notre muqueuse intestinale et la rendre moins capable d'absorber les nutriments. Et de façon concomitante, parce que je lis toujours beaucoup d'études, j'ai lu une étude du professeur Taibel aux États-Unis qui s'est employé à classer les aliments par densité nutritionnelle. Et cette étude m'a absolument fasciné parce que j'ai découvert que 7 grammes de foie de bœuf, quand même pas grand-chose, suffisait à couvrir la plupart de nos besoins en vitamines et minéraux. Je me suis dit, c'est quand même con, 7 grammes, c'est pas grand-chose, pourquoi est-ce qu'on n'en mange pas? Donc j'ai essayé d'en cuisiner à la maison. J'ai adoré, tout simplement parce que moi j'étais tellement convaincu de l'avantage nutritionnel que voilà, tu vois, sais que c'est bien. Il y avait cet effet placebo, de la même façon que tu vois, on parlait de pizza avant de démarrer cet épisode. Si t'es convaincu que la pizza elle est remplie de gluten, tu vas avoir du mal à digérer, qu'elle va te faire du mal, il y a toutes les chances que tu la digères mal. Bah là, le foie de bœuf, je peux te dire qu'il est passé comme une lettre à la poste. Malheureusement, quand j'ai essayé d'en faire goûter à ma femme et mes filles, c'était no way. Ouais. Vraiment pas moyen, tu vois. Il y a quand même cet imaginaire collectif qui donne l'impression que les abats sont sales, peu ragoûtants, etc. Et donc j'ai eu l'idée de les cacher dans un steak haché. Donc j'en ai parlé justement dans un podcast et j'ai reçu plein de clients qui m'ont dit « Ah, quand tu le lances, moi je veux tester, etc. » Donc j'ai fait un petit groupe WhatsApp
dans lequel il y avait une centaine de personnes et j'ai lancé une première production test de 100 kilos justement que j'ai envoyé à mes cobayes, à mes bêta-testeurs et en fait il s'est avéré que c'était plutôt bon. Donc voilà comment a commencé Féroce. Ouais, c'est bien parce que le but de l'épisode aussi, c'est que justement, on parle de la viande, du côté pourquoi les protéines animales sont bien. On va montrer tous les bienfaits. T'as commencé à l'évoquer, tout avec les abats, etc. Mais parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un débat, mais j'ai l'impression que le débat, il est mal centré. Tu vois, les gens ont peur, mais pas pour les bonnes raisons, tu vois. T'as parlé d'études scientifiques. Aujourd'hui, on sait que la plupart des études scientifiques qui disent que la viande est mauvaise, en fait, les études, elles sont faites sur des viandes préparées, dans des plats préparés, de mauvaise qualité. Comme si on faisait pareil avec, par exemple, des légumes de mauvaise qualité, tu vois. Donc c'est vrai que c'est important, je trouve que cet épisode va permettre justement d'avoir ton avis, ton expérience là-dessus, pour que les gens comprennent vraiment qu'est-ce qui est bien, pas bien. T'as parlé de nourrir à l'air, tu vois, on va expliquer pourquoi c'est bien, pour que les gens comprennent, et que finalement, comme tout aliment, ce qui est le plus important, c'est la qualité, et c'est ça qui fera la différence sur l'énergie. T'as parlé de ton expérience en tant que végétarien, en plus ça montre bien que t'as eu l'expérience végétarienne et ça t'a pas plu du tout. Donc, montrer comme ça, et peut-être que ça va permettre aux gens aussi de se rendre compte que finalement, c'est pas la viande le problème, mais c'est autre chose, quoi. Et puis tu vois, au-delà de la qualité, tu l'as mentionné, il y a aussi une question de contexte. Moi, le régime végétarien m'a pas du tout convenu, et pour autant, je vois des gens comme Kylian Jornet qui s'envoient des volumes d'entraînement stratosphériques, c'est vraiment un extraterrestre. N'importe quel préparateur physique qui voit ça lui dirait c'est impossible, tu vas être en surentraînement, même pour un athlète de haut niveau, hein. Arrête ça, fais la moitié. Là, t'en fais beaucoup trop. Mais le mec, à 4 ans, il montait en haut du Mont Blanc avec son père. Donc, ça a modifié vraiment sa VO2 max, sa sensibilité à la montagne, à l'entraînement, etc. Et de la même façon, il est végétarien. Ses parents étaient végétariens, ses grands-parents étaient végétariens. Et donc, il est peut-être parfaitement adapté, tu vois, à ce régime-là. Là où je pense que la plupart des gens le sont beaucoup moins. Donc, je pense que le contexte a beaucoup d'importance. Et en parlant de contexte, tu mentionnais ces études qui ont tendance à vilipender la viande rouge. Outre le fait que la qualité n'est jamais prise en compte. Déjà, ils différencient peut-être pas, souvent même pas viande transformée de viande brute. Ouais. Donc la viande transformée, c'est tout ce qui va être charcuterie, etc., dans lequel on sait qu'il y a des nitrites. Ils vont pas regarder la façon dont c'est cuit. On sait que lorsque une viande elle est cuite à haute température, il va y avoir des AGE et donc des composés potentiellement nocifs. Et là, pour le coup, cancérigènes. Donc tout ça n'est pas pris en compte, mais surtout dans cette logique de contexte, eh bien, beaucoup d'études sur la viande rouge sont ce qu'on appelle des études épidémiologiques. Elles ont constaté des corrélations et pas des causalités. C'est-à-dire qu'on a observé des groupes de population pendant de longues durées, on leur a posé des questions sur leur alimentation et ensuite on a corrélé ça avec les maladies ou les mortalités qu'on pouvait mesurer d'un point de vue statistique. Or, ces études, souvent menées aux États-Unis par ailleurs, souffraient de ce qu'on appelle le biais de l'utilisateur en bonne santé. C'est-à-dire que d'un côté, aux États-Unis, les plus gros mangeurs de viande rouge sont pas des gens comme nous qui mangeons un bon morceau de viande avec des légumes, etc., en partageant un moment convivial avec des amis, mais plutôt des gens qui mangent des burgers, des hot dogs, etc., soit en train de marcher dans la rue, soit devant la télé, avec une petite bière, en fumant, etc., qui sont full sédentaires. Donc en fait, qui ont plein d'habitudes par ailleurs, qui sont néfastes pour la santé. Et d'ailleurs, tu vois, la problématique, elle est même pas tant dans la viande en elle-même, mais peut-être dans la sauce remplie de comment dire, d'huile végétale, d'huile de graines riche en acides gras oméga 6, de pain de mauvaise qualité qui sont des glucides ultra raffinés et avec un index glycémique élevé, dont on sait que la glycémie va jouer sur la résistance à l'insuline, et la résistance à l'insuline est l'une des causalités des maladies cardiovasculaires. Et de l'autre côté, par contre, les gens qui vont avoir tendance à avoir un régime plus végétal, voire végétarien, vont naturellement être des gens qui s'impliquent et se questionnent sur leur alimentation, et donc qui par ailleurs vont plutôt faire du sport, faire leurs courses dans des magasins bio, etc. Et donc en fait, tous ces facteurs confondants nous donnent un tableau complètement biaisé sur l'impact de la viande rouge sur la santé. Ouais, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, ça fait du bien. Et en plus, tu l'as dit, la plupart des études sont faites aux États-Unis aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on prend le pays où les gens sont en moins bonne santé et on va les tester. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, ce côté, tu vas nous expliquer pourquoi c'est bien aussi que la viande soit nourrie à l'herbe. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'il n'y a aucune étude qui est faite sur, je pense, la viande nourrie à l'herbe. Et du coup, je ne comprends pas qu'on puisse dire, mais regarde, l'étude a dit que. C'est comme si tu dis, est-ce que le poisson c'est bon? Tiens, je te prends l'étude des gens qui consomment que du thon rouge. Ah, mais comme par hasard, ils ont trop de mercure. Donc, non, mais c'est vrai que bizarrement, le poisson, on dit rien sur le poisson, sur la qualité du poisson. Par contre, il y a des poissons, c'est une catastrophe. Ça bouffe toute la pollution de la mer, mais par contre, on dit rien, c'est du poisson. Et c'est vrai qu'on fait cette réflexion. Il faut toujours préciser
viande de bonne qualité, mais poisson, par contre, c'est bon. Alors qu'en fait, on voit bien, comme tu l'as dit, le thon, le saumon, c'est une catastrophe. Les gros poissons, ça mange toute la pollution et forcément, t'as du mercure, t'as plein de trucs dedans qui sont pas bons pour ta santé. Mais ça, on n'en parle pas, tu vois. Quand tu regardes les conditions d'élevage des saumons, il y a une telle densité de population qui développe des épidémies et des maladies. Il y a des espèces de verrues blanches. Ils sont limite en train de se décomposer tout en nageant, tu vois. Ils sont mi-vivants, mi-morts-vivants, quoi. C'est vraiment absolument affreux. Donc, c'est vrai que tu as raison de le préciser. Et après, tu vois, sur cette notion de qualité, on pourra revenir après plus dans le détail. Mais il est aussi intéressant de constater que le continuum est beaucoup plus large aux États-Unis ou dans d'autres pays qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, je pense que l'élevage 100% à l'herbe est bien meilleur que l'élevage conventionnel. On pourra revenir dessus. Mais malgré tout, l'écart entre les deux est beaucoup moins important qu'aux États-Unis, où aux États-Unis, t'as vraiment de la viande industrielle où les animaux ils sont parqués dans des énormes bâtiments et des méga fermes sans avoir du tout accès ni à l'herbe ni au soleil, qui vont pas pouvoir bouger, donc ils vont jamais utiliser leurs muscles, ce qui fait qu'ils vont être beaucoup plus gras. Comme ils ont un mode de vie qui est complètement inadapté à leur physiologie, eh bien il y a des antibiothérapies, des vaccinations, des hormones, etc. Donc c'est limite des pharmacies sur pattes, et ils sont gavés aux céréales sans une once d'herbe. Pour essayer de grossir le plus vite possible. En plus, c'est des races qui sont ultra sélectionnées pour faire une masse musculaire proéminente. On les voit, d'ailleurs, ils ont un stress oxydant, une inflammation de bas grade, des soucis respiratoires et des problèmes de dos liés à la densité de muscles qu'ils ont développés. Donc en fait, c'est des animaux malades qu'on essaie de maintenir en vie tant bien que mal jusqu'à l'abattoir pour les manger. Et donc, en France, il y a une différence entre l'élevage herbagé et l'élevage conventionnel, mais le gap entre les deux est quand même moins important. On a quand même globalement une viande qui est de meilleure qualité. Bah oui, bah les normes sont pas les mêmes, hein, encore une fois. En fait, on essaie de comparer un peu chaque pays, mais en France, ils sont tellement réglementés aussi pour avoir eu de la famille agriculteur que, en fait, tu peux pas faire n'importe quoi. Donc, même, comme tu dis, quand c'est moins bien, ça reste tellement mieux que d'autres pays où on compare. Et comme tu l'as dit, ça reste de la viande brute, c'est pas de la viande transformée, préparée en charcuterie, etc., où on rajoute des additifs, des nitrites, et là, ça devient un peu problématique, quoi. Oui, et puis en plus, d'ailleurs, tu vois, sur ces viandes préparées, donc là, en l'occurrence, parce que dans la viande rouge, on a tendance à penser au bœuf, mais en fait, le cochon, c'est la viande rouge. Et donc, le cochon, tu vois, typiquement, si tu regardes du jambon en grande surface, c'est très rare que ce soit du jambon français. La plupart du temps, il vient de plusieurs autres pays. D'ailleurs, t'as même pas la provenance exacte, c'est des mélanges, exactement. Le pire, c'est origine UE. Ouais, Pour moi, ça veut. Et parfois, t'as même origine UE et hors UE. Alors là, tu dis. Alors là, origine terre, quoi. Genre, ça, je comprends pas, tu vois. Bon. Et donc, en plus de rajouter des conservateurs, des sels nitrités, etc., le cochon, tu vois, par exemple, c'est ce qui concentre le pire de l'élevage, je pense, en termes d'intensivité. T'as vraiment en Chine, par exemple, t'as des immeubles de plusieurs étages avec une concentration, une densité de cochons en mètre carré. Moi, je me demande comment physiquement ils arrivent à en mettre autant en mètre carré sans qu'ils se montent les uns sur les autres. Franchement, je comprends même pas comment physiquement c'est possible quand tu regardes les chiffres. Mais bref. Et donc, ils vivent mal, ils sont mal nourris. En plus, le cochon, c'est un animal qui naturellement est plus gras que le bœuf ou le poulet. Donc, et le gras, c'est ce qui va concentrer justement tous les acides gras un peu négatifs, etc. Le profil d'acide gras, c'est vraiment ce qui est essentiel à mon avis dans la qualité de la viande. Et donc, plus l'animal est gras, plus le mode d'élevage va influencer ce profil d'acide gras et donc les qualités de la viande. Et donc, dans le cochon, eh bien, c'est un animal qui est plus gras, qui est très mal élevé, beaucoup plus mal que la vache en général, et en plus qui est transformé, dans lequel on va rajouter des tas de merde. Mais justement, tu vois, on parlait de la viande aux États-Unis. Je sais pas si la viande en Asie, enfin ce que t'en penses, parce que, petite parenthèse, il y a plein de gens qui disent mais l'Asie c'est génial, pour 2 € tu manges. Mais tu vois, nous on y a été en Asie et je me suis toujours demandé, ouais, mais le poulet que je mange, tu sais, ça a duré 3-4 semaines, donc j'ai fermé les yeux, mais j'étais pas hyper assuré sur mon poulet à 2 € avec le riz et tout. Donc, tu vois, est-ce que c'est vraiment qu'en France qu'on a cette forme de qualité? Enfin, est-ce que tu t'y connais un peu sur les viandes? Écoute, j'ai jamais visité d'élevage volaille en Chine. Par contre, j'ai déjà visité des élevages volailles en France. Pour le coup, des élevages intensifs, avec, je sais pas, 15 poules au mètre carré, où il fait 40 degrés dans le truc, ça pue l'ammoniac. T'as des poules mortes qui sont piétinées par les autres qui sont encore vivantes. Elles s'empilent les unes sur les autres tellement il y en a. Moi, je suis rentré là-dedans. Jamais pu. Je remange de la viande de volaille qui vient d'un élevage intensif. À titre de comparaison, bon, nous, on est un petit peu extrême dans le côté inverse, dans le côté qualitatif. Donc, peut-être qu'il y a un entre-deux, tu vois. Mais nous, nos poulets, ils sont élevés 110 jours. Et ils ont 2 fois plus d'espace que les poulets industriels qui sont élevés 45 jours dans 2 fois moins d'espace. Ouais. Sans même parler de l'alimentation, etc., tu vois.
Ouais, donc déjà, l'environnement joue énormément. Et tu vois, et d'ailleurs, ces poulets-là, eh ben, ils sont gavés aussi d'antibiotiques, de vaccins, etc. Tu vois, on va après parler, je pense, des qualités nutritionnelles de la viande, mais il y a un truc que les gens, dont les gens n'ont pas forcément conscience, c'est que plus ton animal il est en mauvaise santé, plus tu es obligé d'avoir recours à des traitements médicamenteux pour le maintenir en vie. Et ça, il y a de plus en plus, autant les études épidémiologiques sur la viande, comme je l'ai mentionné précédemment, elles sont de faible qualité. Elles reviennent un peu à dire que l'été, on a généralement des coups de soleil, la quantité de coups de soleil augmente et la consommation de glace aussi. Et donc il y a une corrélation parfaite entre les deux. Et donc une étude épidémiologique, elle pourrait conclure que les glaces causent les coups de soleil. Alors que non, il y a un facteur externe qui est le soleil, tu vois. Et donc je reviens à mon sujet qui était sur les vaccinations. Et donc là, il y a des études pour le coup qui sont pas des études épidémiologiques et qui montrent que les résidus médicamenteux animaux, une fois consommés par les humains, posent des problèmes et participent à l'antibiorésistance, qui est un problème de société, tu vois. Donc déjà, et d'ailleurs, tu vois, il y a des clients, parfois, ils nous demandent comment vous faites pour que vos vaches, elles soient pas vaccinées. Mais en fait, c'est même pas une volonté initiale de l'éleveur. C'est juste que, comme c'est des vaches qui vivent en plein air, qu'elles peuvent vivre de façon naturelle, en mangeant ce qu'elles sont censées manger. C'est-à-dire qu'une vache est un ruminant, c'est fait pour manger de l'herbe. Les céréales, ça n'a jamais fait partie de leur régime alimentaire. C'est pas normal pour une vache de manger des céréales, comme c'est pas normal pour une vache à l'époque de manger des farines animales. Donc on se souvient de la vache folle, tu vois. Ouais. C'est pas physiologiquement adapté. Bon, quand tu respectes la physiologie de l'animal, en fait, t'as un animal qui naturellement n'est pas malade. D'ailleurs, on s'aperçoit que, tu vois, dans ces pâturages, il y a des haies sauvages avec plein d'espèces d'arbres différentes. Et en fait, les vaches, elles ont vraiment développé une pharmacopée, une connaissance des plantes. Et donc, en fonction des petits soucis digestifs qu'elles peuvent avoir ou des petites douleurs qu'elles peuvent avoir, ben, elles vont manger telle ou telle plante pour s'auto-soigner. Et donc, en fait, si les éleveurs les vaccinent pas et ne leur donnent pas d'antibiotiques, c'est même pas en pensant au consommateur final, c'est juste que pour eux, faire venir le vétérinaire, ça coûte de l'argent, payer les vaccins, ça coûte de l'argent, et donc dans leur équation économique, ça n'a aucun intérêt pour un animal qui est pas malade, tu vois. Et donc moi, j'y vois un bénéfice pour la santé humaine, mais en fait, eux, c'est juste du bon sens, tu vois. Le reste, c'est comme l'être humain. Ouais. C'est comme nous, on n'est jamais malade parce que justement, on mange bien, on se complémente, on dort bien, et en fait, du coup, tu te rends compte que quand tu fais bien les choses, tu tombes pas malade, donc t'as pas besoin d'avoir des antibiotiques, donc c'est pareil pour un animal, en fait. Complètement. Quand il est dans son environnement et qu'il mange ce qu'il doit manger, il n'y a pas de raison, comme tu dis, de le vacciner. En fait, on va pas prendre des médicaments alors qu'on n'est pas malade. Ça n'aurait aucun sens pour un humain. Exactement, t'as tout compris. Donc pour une vache, pareil. Mais du coup... J'ai une question, parce que t'as dit quand même, jamais tu mangeras de viande industrielle. Du coup, c'est-à-dire que tu vas jamais au restaurant ? Bah oui, donc c'est une très très bonne remarque. Merci de me challenger sur le sujet. Et donc si ça m'arrive d'aller au restaurant. Après justement, si je vais au restaurant, je vais plutôt privilégier des poissons ou déjà je vais essayer de choisir des bons restaurants avec une viande de bœuf plutôt de qualité. De manière générale, quand même, je trouve que en France, si c'est de la viande française, le bœuf est mieux élevé que le poulet ou le porc. Ouais. Donc le poulet et le porc, j'essaie d'éviter lorsque je connais pas la provenance. Okay. Mais après, tu as quand même raison de le mentionner dans le sens où dans le restaurant, ils vont toujours privilégier leur équation économique et donc souvent acheter de la matière première peu chère ou prendre des huiles de tournesol plutôt que de l'huile d'olive parce que c'est plus économique et que de toute façon, le consommateur, il peut pas le vérifier. Après, je trouve que, tu vois, en Haute-Savoie, par exemple, là où j'habite, il y a toute cette logique un peu locavore. Donc, ils ont un petit écusson avec écrit locavore, etc. Ils décrivent les fermes d'où viennent les produits. C'est trop bien. Et ils essaient, tu vois, le fromage, il vient de la fromagerie de là-bas, le pain, c'est du pain au levain de bazar. Et en fait, comme ils citent leurs producteurs, c'est que des approvisionnements locaux. Globalement, franchement, on a des trucs d'assez bonne qualité. Mais bon, je reste un être humain et donc je suis pas forcément parfait. J'ai aussi mes paradoxes et donc il peut m'arriver. C'est normal. Hein, je voulais juste savoir comment parce que même des fois, des restaurants de viande, ils disent viande provenance Irlande, Écosse, Argentine. Tu vois, moi, dès qu'il y a une viande d'Amérique latine, je la prends jamais, par exemple. Ouais, bah non, c'est pas facile. Et puis après, donc, tu vois, pour moi, le restaurant, il répond à un besoin social. Par contre, si je suis en déplacement et que j'ai besoin de me nourrir et que je suis seul, tu vois, je vais pas aller au restaurant, je vais m'acheter des boîtes de sardines, des oléagineux, et des œufs bio bleu blanc cœur, quelques légumes, et voilà, tu vois. Mais donc, je vais éviter, en général, d'acheter de la viande si je trouve pas, si je connais pas sa provenance. Okay. Tu vois, si je vais en grande surface, je donne un exemple. Je vais en grande surface. Bon, généralement, je préfère mieux sourcer mes produits, mais bon, imaginons je vais en grande surface. Il y a pas de poulet bio ou bleu blanc cœur. Il y a que du poulet industriel. Je vais pas l'acheter, quoi. Je vais me dire, je vais manger des œufs ou du poisson à la place, quoi. Oui, tu fais des choix stratégiques, quoi. Ouais. T'adaptes en fonction. Mais du coup, comme on a parlé des protéines, expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, pourquoi justement les protéines animales, elles sont meilleures que celles végétales?
Alors, tu parles juste des protéines ou de la densité nutritionnelle globale? Ouais, densité nutritionnelle. Parce que, tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai cru que la meilleure source de vitamines et minéraux, c'était les fruits et les légumes. Enfin, j'ai l'impression que c'est un mythe qui est quand même On assez... est tous passés. Ouais, un mythe assez universellement connu. Et là, pour le coup, ce que je veux dire, c'est absolument pas controversé, n'importe qui peut le vérifier. Il suffit de faire un tableau d'analyse nutritionnelle comparative, regarder la quantité de vitamines et de minéraux très objectivement dans de la viande rouge, du poulet, du poisson, des carottes, etc. Bah, tu vas t'apercevoir que la viande rouge, c'est ce qui concentre le plus de vitamines et de minéraux. Donc globalement, sur quasiment tous les vitamines et minéraux, sur 100 grammes de viande rouge, tu vas être au-dessus des 50% des AJR, alors que généralement, sur les légumes, tu vas être aux alentours de 0 à 10%, avec parfois, dans certains légumes, une vitamine qui va être poussée peut-être à 50 ou 60%, mais un spectre quand même beaucoup moins large, à l'exception de la vitamine C, de la vitamine E, éventuellement des folates. Alors les folates, il y en a pas mal dans le foie de bœuf, donc notre hachée féroce par exemple, il est assez riche en folates, mais sinon on peut dire que les protéines animales sont moins riches en folates, et puis éventuellement le magnésium aussi, qui est peut-être un peu plus abondant dans le monde végétal. Mais donc à part la vitamine C, E, folate et magnésium, tout le reste en fait est beaucoup plus riche dans les protéines animales de façon générale, de même que les oméga 3 dont on connaît l'importance, parce qu'il y a certes des oméga 3 végétaux ALA qu'on trouve par exemple dans les graines de lin ou les graines de chia, mais ils sont très faiblement convertis et utilisés par le corps, aux alentours de 5%. Et d'ailleurs parfois tu vois, t'as des graines, on te dit bah, le ratio oméga 3 oméga 6 il est bien équilibré, parce que le but c'est d'essayer d'avoir un équilibre entre les deux. Or, si tu prends le taux de conversion des oméga 3 de 5%, en fait c'est toujours beaucoup trop déséquilibré en faveur des oméga 6. Donc voilà, la viande c'est vraiment hyper dense sur le plan nutritionnel. Donc notamment toutes les vitamines du groupe B qu'on retrouve en grande quantité, mais également des minéraux extrêmement intéressants, le zinc et le fer, à commencer par eux. Et ce qui est fascinant, c'est de constater que en plus d'être plus abondants, ils sont beaucoup plus biodisponibles que dans les formes végétales et qui vont potentialiser l'absorption des formes végétales. C'est-à-dire que le zinc animal, déjà, il est plus biodisponible et en plus grande quantité en lui-même. Mais en plus de quoi, si tu as du zinc végétal que tu vas manger par ailleurs dans ton assiette, il va être mieux assimilé grâce à ce zinc animal. Donc, il y a vraiment une logique de synergie et c'est pas pour rien, tu vois. Si tu regardes l'histoire de l'évolution humaine, depuis 500 000 ans, on mange de la viande. Bah oui, donc on est physiologiquement adapté à ça, tu vois, et ça serait quand même assez surprenant que soudainement, un aliment qu'on a toujours consommé et qui représentait d'ailleurs la majorité de nos calories, pas forcément en termes de poids dans l'assiette, parce qu'on mangeait certainement beaucoup de végétaux, etc., mais la densité calorique d'un végétal est beaucoup plus faible que d'un animal, surtout s'il y a des graisses animales dedans. Et donc, la majorité des calories, on estime entre 60 et 70% des calories, venaient de protéines animales. Donc, ça montre bien, tu vois, que, en fait, la viande, elle a toujours fait partie de notre histoire évolutive. Et après, donc là, j'ai parlé des vitamines, des minéraux, des acides gras. Évidemment, il y a aussi l'aspect des protéines en elles-mêmes, des acides aminés. Et donc là, non seulement elles sont... donc on sait qu'il y a plusieurs types d'acides aminés, eh bien les protéines animales sont plus complètes, donc en acides aminés essentiels, mais aussi semi-essentiels, comme par exemple le collagène ou la glycine. Si on prend l'exemple de la glycine, par exemple, on considère qu'elle est semi-essentielle. La glycine, c'est un acide aminé qui contribue à la formation de collagène et au renouvellement des tissus dans le corps humain. Et donc on considère qu'elle est semi-essentielle parce que le corps il est capable d'en produire à partir d'autres acides aminés. Mais il va en produire 2,5 grammes par jour. Avec l'alimentation, on va rajouter 1 ou 2 grammes, donc on est à 4 grammes à peu près. Les besoins du corps, selon les chercheurs, sont aux alentours de 12 grammes. Ce qui montre d'ailleurs, lorsqu'on se complémente en glycine, qu'on a une meilleure santé articulaire, une meilleure qualité de peau, mais aussi un meilleur sommeil. Et pourquoi un meilleur sommeil ? C'est fascinant. Face à cet accru de matières premières, le corps il va sécréter plus d'hormones de croissance pendant la nuit pour régénérer les tissus. Et comme la régénération des tissus se fait pendant le sommeil profond, eh bien, de façon corrélative, ça augmente le sommeil profond. Donc la viande, elle va être une source de cette diversité de molécules absolument colossale, mais qui sont en plus beaucoup mieux assimilées, parce que dans le règne végétal, il y a certes des protéines donc, qui vont être moins complètes, c'est-à-dire qu'on va souvent être obligé d'avoir des associations, par exemple entre des légumineuses et des céréales, pour avoir un spectre un petit peu plus large,
Mais par exemple, la glycine ou le collagène, on va pas la retrouver parce que naturellement, il n'y en a pas dans les végétaux. Donc ça, c'est un premier point. Et en plus de quoi, il y a des facteurs antinutritionnels qui vont rendre l'absorption beaucoup plus faible. Donc là où tu vas absorber 98% des protéines animales, tu vas être aux alentours de 60% sur des protéines végétales. Donc admettons que tu te dises, bon, il me faut à peu près 1,5 g par kilo de poids de corps de protéines. Eh bien, si tu manges des protéines animales, tu peux te baser là-dessus. Si c'est en protéines végétales, tu vas quasiment devoir doubler ton apport. Ouais. Et là, ça va poser un problème calorique. Parce que naturellement, les lentilles et les céréales, certes, ça apporte des protéines, mais ça apporte aussi beaucoup plus de glucides. Digestion, Tu vois ballonnement. Ouais, même la Et donc, digestion, voilà. toutes les Et donc, fibres et tout. et il y a des études qui ont montré, tu vois, pour atteindre le besoin le besoin protéique optimal pour un être humain, avec de la viande, en gros, ça représentait 1600 calories. Et si tu prenais des protéines végétales, eh ben, t'arrivais à des repas à 3200 calories par jour. Et donc, à part moi qui fais de l'ultra trail, Ouais, c'est vrai que c'est pas... non, mais enfin voilà, vous faites beaucoup de sport, etc. Mais pour la plupart des gens où tu vois, il y a quand même beaucoup de surpoids, d'obésité, etc. Bah, c'est un vrai problème, quoi. Et puis Ouais, même pour c'est la digestion, on se rend pas compte. Hein. Au bout d'un moment, les fibres, tu vois, trop de fibres au bout d'un moment, c'est pas bien non plus, tu vois. Et ça peut, comme tu l'as dit, causer des ballonnements et t'atteins pas du tout tes quotas, même sans parler de calories en termes de nutriments. Tu vois, tu manques cruellement, t'es encore plus carencé. Et t'expliquais au début qu'il y a certains végétariens qui arrivent très bien, mais aussi ceux qui arrivent très bien, ils sont beaucoup suivis, tu vois. Mais une personne lambda qui n'a pas les connaissances, du coup, c'est encore plus complexe d'atteindre un minimum de nutriments, parce que déjà de base, tu en manques. Et si t'es pas au courant desquels tu manques et à quoi ça correspond, bah, tu te retrouves vachement carencé. Et du coup, comme tu l'as dit, fatigué, t'as une perte d'énergie cruciale. Alors que de base, même si tu manges de la viande, pas forcément de qualité, tout le monde ne mange pas de la viande de qualité, et il faut changer les choses, t'as moins de chances d'avoir justement ça, de la Complètement. fatigue, des problèmes de digestion, etc. quoi. Et d'ailleurs, c'était une cible qu'on n'avait pas du tout identifiée, mais on a à peu près 10% de nos clients qui sont d'ex-végétariens ou véganes, qui ont recommencé à manger de la viande après avoir constaté des problèmes fonctionnels ou d'analyse de sang et de carence. Souvent, ça se fait pas directement, tu vois. Ouais, Il y a c'est une souvent inertie comme ça, après 3 ans, 5 ans, où, parce que le corps, il est quand même fort pour fonctionner en économie d'énergie. Il est fort, hein. Et il faut quand même comprendre que toutes ces molécules, qu'on parle des acides aminés, qu'on parle des vitamines, des minéraux, des acides gras, c'est pas juste des molécules de longévité. C'est vraiment les briques de Lego essentielles que le corps humain va utiliser pour faire ses hormones, ses neurotransmetteurs, ses cellules, son système immunitaire, etc. Et donc, tu vois, je pense que la nutrition, certes, c'est un plaisir, mais c'est aussi le moteur de notre vitalité. Bien Moi, sûr. je crois beaucoup au fait notamment parce que j'ai eu pendant toute une partie de ma vie une hygiène de vie déplorable et je m'apercevais que mon potentiel, en fait, en comparaison à ce que je vis aujourd'hui, était tellement sous-exploité. Je m'amusais tellement moins dans la vie qu'aujourd'hui, je souhaite à tout le monde d'avoir cette vitalité-là. Parce que si tu te réveilles le matin, qu'il te faut 3 cafés pour démarrer, que t'as du mal à te concentrer, que après le repas du midi, t'as un coup de pompe, etc. Et puis le soir, t'es trop fatigué pour faire ta séance de sport, mais malgré tout, t'arrives pas à t'endormir quand tu vas te coucher. En fait, ça, ce que je décris là, c'est quand même le quotidien de beaucoup de personnes. Et oui. c'était mon quotidien à l'époque. Et je trouve ça dommage. Et c'est ce qui explique aussi que potentiellement, tu vas rentrer chez toi, tu vas allumer Netflix, tu vas scroller sur TikTok. Et ça fait du bien de se détendre de temps en temps. Mais je trouve que vivre des émotions véritables est tellement supérieur et créer des véritables souvenirs dont tu te souviendras. Ces plaisirs jetables, au final, 3 mois après, tu t'en souviens pas. Alors certes, sur le moment, ils te satisfont parce qu'ils demandent peu d'efforts et ils sont satisfaisants. Mais sur le long terme, c'est pas ça qui fait une vie riche et intense, tu vois. Et donc, je pense que l'alimentation est un des piliers, justement en apportant ces briques essentielles au plein fonctionnement et à la pleine expression du potentiel humain pour une vie pleine et intense et choisie. Et peu importe ce que ça veut dire pour toi, tu vois, t'es enceinte, passer du temps de qualité avec tes enfants, ça demande de l'énergie aussi, tu vois. Et essayer d'avoir une éducation un peu positive où t'essaies de leur faire comprendre le cadre plutôt que de les faire obéir par la peur et puis de les mettre devant un dessin animé parce que t'as pas envie de t'en occuper. Je pense que c'est une responsabilité en tant que parent. Mais tu verras rapidement que si t'es sur la ligne du rasoir parce que t'es épuisé, parce que ta vie est mal équilibrée à tout niveau, hein. Je parlais de nutrition, mais ça peut être le manque de sommeil, le stress, etc. aussi. Et t'auras du mal à être le parent que t'as choisi d'être. Moi, je le vois très bien, tu vois. Je sais quel père j'ai envie d'être. J'arrive à y être 90% du temps. Il y a quand même 10% du temps où je le suis pas. Et systématiquement, c'est parce que il y a quelque chose qui est déséquilibré dans ma vie. Et en fait, mes enfants, c'est une espèce de truc qui exacerbe en fait et qui me permet de voir justement tiens là il y a quelque chose qui va pas, tu tires trop sur la corde parce que je suis à fleur de peau et donc je m'énerve directement et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et donc voilà, donc tout ça pour dire et donc que
le corps, s'il manque de ces briques de Lego, eh bien, il va être obligé de fonctionner en économie d'énergie au quotidien et sur le long terme. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont montré que, tu vois, si tu manques d'une molécule, par exemple de magnésium, ce qui est pour le coup, tu vois, le magnésium, autant je dis que le HF féroce, il te permet de couvrir beaucoup de besoins en vitamines et minéraux, autant le magnésium, il y en a pas beaucoup dedans, et même dans le règne végétal, enfin moi j'arrive jamais à atteindre mes quotas en magnésium C'est sans impossible. complément. Ouais. Non mais sans complément, je pense. Et puis en plus, si tu manges autant d'épinards que ce qu'il faudrait, t'as le problème chance. des oxalates. Voilà. Donc voilà, donc il y a d'autres problèmes. Donc moi, tu vois, le magnésium, c'est un complément alimentaire dont je peux pas me passer, quoi. Et ben si tu manques de magnésium, le magnésium c'est une molécule qui est utilisée dans plus de 300 réactions dans le corps. Et donc il y a des chercheurs qui ont montré que si t'en manquais, bah en fait, au lieu de faire les 300, le corps il va en faire 10, tu vois. Et donc il y en a 290 qui sont pas faites. Et donc sur le moment, tu t'en rends pas compte. Oui, c'est Mais inconscient. avec le temps, au bout d'un moment, eh ben il y a des choses qui commencent à dysfonctionner. Et donc j'en reviens à mon sujet qui était de dire que on a de plus en plus de végétariens et de véganes qui consomment féroce pour des besoins physiologiques parce qu'ils ont trouvé une façon de réconcilier leurs engagements éthiques avec leur physiologie. Après, je tiens quand même à préciser deux choses. Un, c'est que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec Kylian Jornet, il y a des exceptions, mais potentiellement, tu vois, on s'aperçoit qu'il y a des variabilités génétiques et épigénétiques par rapport à ce que tu as mangé les 1000 premiers jours de ta vie, qui a modifié ton microbiote, et donc selon le microbiote que tu as, tu vas avoir une façon, une qualité de transformation des fibres pour en faire des acides gras à chaîne courte, etc., qui va être différente. On constate aussi que, tu vois, dans certaines variables génétiques, je parlais tout à l'heure de la conversion des oméga-3 végétaux en oméga-3, DHA et EPA qui sont utilisés par le corps humain. Je disais 5%, mais en fait, ça varie de 1 à 10. Donc, il y en a qui sont à 1%, il y en a d'autres qui sont à 10%. Donc, tu vois qu'il y a des variabilités génétiques de gens qui vont mieux fonctionner avec un régime végétarien. Celui qui est à 10%, naturellement, il va avoir plus facile à avoir un régime végétarien. De la même façon que les régimes végétariens sont naturellement plus riches en glucides, et donc il y a des enzymes qu'on appelle l'amylase salivaire qui permet de dégrader les amidons complexes. Et bien ça, on a plus ou moins de copies, et donc une sécrétion plus ou moins importante d'amylase salivaire, et donc une capacité à gérer les glucides complexes plus ou moins importante. Et donc j'en reviens à ma pizza tout à l'heure, potentiellement toi tu vas super bien digérer ta pizza, moi pas bien du tout, et c'est pas à cause du gluten, c'est juste lié au fait que toi tu vas sécréter 10 fois plus d'amylase salivaire que moi, qui suis peut-être plutôt chasseur que cueilleur, tu vois. Donc voilà, donc je pense que c'est important de prendre en compte le terrain contexte individuel. aussi. Ouais. Et l'origine aussi, tu vois, moi je suis italien, donc c'est à dire que dans ma famille on mangeait du gluten depuis la nuit des temps, donc j'ai évidemment un terrain de gluten beaucoup plus important qu'un asiatique qui l'a découvert il y a 20 ans. Bah oui, et regarde, et cet exemple-là, il est encore plus probant avec les produits laitiers. Moi, j'y gère très bien le fromage au lait cru. Pareil. Par contre, tu prends les Asiatiques, ils ont, je crois que 90% est intolérant au lactose, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude d'en manger, quoi. Donc, C'est pas de ça. blague. Et d'ailleurs, tu parlais des végétariens véganes qui venaient vers toi et tout. Je trouve ça trop intéressant. Il y a surtout une carence qui revient quand on est végétarien et vegan, c'est la carence en B12. Pourquoi on en parle autant de la B12? Est-ce que tu sais vraiment son importance? Enfin, comment tu pourrais l'expliquer? J'ai l'impression qu'on en trouve que dans la viande rouge, tu vois, et que les gens qui sont végétariens de base ils disent je suis végétarien, je me supplémente en B12. Je me dis c'est quand même bizarre d'être Alors qu'il y obligé a- de se ouais. supplémenter alors que ça existe. Bah parce que la B12 elle n'existe pas dans la ligne végétale, donc si t'es végétarien naturellement c'est déjà beaucoup plus Ouais. difficile d'atteindre tes objectifs en B12. Elle est absolument essentielle à la fonction cérébrale et encore plus en vieillissant, donc de toute façon elle est essentielle, c'est-à-dire que si t'es vegan, full vegan et que tu te supplémentes pas, au bout d'un moment tu vas mourir. Bah, C'est pas plus compliqué que ça. Fou quand même. Donc là c'est un risque vital, tu vois. Mais de la même façon qu'en fait toutes les vitamines et minéraux sont à peu près essentiels, hein. Tu Ouais. vois, avec la vitamine C, c'est pareil, si t'en manges pas du tout. Scorbut et puis Voilà, c'est tout. exactement. Tu c'est vois. vrai qu'on parle beaucoup de la B12 alors qu'il y a d'autres Et- vitamines du groupe B qui sont très importantes. Oui, aussi, mais c'est quoi. parce que la B12 c'est peut-être la seule qu'on trouve que dans le règne animal. Ouais. Après, tu vois, dans les spécificités qu'on trouve que dans le règne animal, tu vas avoir la B12. Tout à l'heure, j'en ai parlé, tout ce qui est collagène, glycine, etc. C'est des acides aminés semi-essentiels, mais tu les trouves que dans le règne animal. La vitamine A sous forme de rétinol, c'est pareil, c'est plutôt animal. Enfin, donc, il y a Le quand même- zinc aussi plutôt animal. Voilà, hein. le fer héminique, Mm. voilà, t'as du fer végétal, mais il est beaucoup moins bien assimilé. C'est encore plus un problème chez les femmes aménorrhées. Et ça, elles le sous-estiment. C'est qu'il y a quand même une femme sur 4 qui est carencée en fer, c'est important de le dire. C'est énorme. et Et chez- carencé en plus, c'est quand c'est déjà assez Ah ouais, avancé. ah ouais, donc ouais. En déficit, tu dois avoir beaucoup Ouais, plus. Oui, parce ouais. que les normes aussi des prises de sang sont pas forcément un jour aussi. Ça serait un autre Ah, le débat. sourire, il veut y aller sur le sujet. Non, mais bon, c'est un autre débat. Et donc, pour terminer sur la B12, outre le fait qu'elle soit vitale déjà en day-to-day, elle est d'autant plus importante quand tu vieillis. Et donc, on s'aperçoit
que parce que elle joue surtout sur la santé cérébrale, que chez les personnes âgées, ceux qui ont les statuts les plus faibles en B12 mais supérieurs aux doses minimales recommandées, c'est-à-dire qu'ils sont pas considérés en carence. Donc, sur le plan, justement, ça répond en partie à ta question. Sur le plan des analyses labo, tu fais un test, ils sont pas carencés en B12, mais ceux qui ont les niveaux les plus bas sont ceux qui développent le plus de maladies neurodégénératives par rapport à ceux qui ont les niveaux les plus hauts. Donc la B12, elle est vraiment cruciale là-dedans, quoi. Et par contre, tu vois, là, comme je parle quand même beaucoup des avantages des produits animaux sur la densité nutritionnelle, je tiens quand même à préciser que je prétends absolument pas que les légumes sont inutiles. Les légumes sont hyper importants pour d'autres raisons. Donc j'en ai parlé, vitamine C, vitamine E, certains minéraux qui sont plus abondants dans le règne végétal, ça c'est une première chose. Mais ils sont aussi un apport exceptionnel en polyphénol, en antioxydants, qui sont des molécules vraiment hyper importantes et qui rentrent d'ailleurs en synergie avec la viande. On pourrait rentrer dans des mécanismes physiologiques, mais tu vois, on parlait du contexte tout à l'heure de consommation de la viande et ce qui faisait qu'elle pouvait être dangereuse ou pas. Manger un steak à l'intérieur d'un burger VS manger un steak avec une grosse assiette de légumes, ça va pas du tout avoir le même impact physiologique ni sur la santé. Donc antioxydants, polyphénol. Et puis évidemment en fibres, et alors les fibres, c'est ce qui est amusant, c'est que là la diversité est hyper importante. Plus tu vas manger, c'est un peu comme si chaque espèce de légumes et de végétaux faisait plaisir à une population différente du microbiote. Bah oui. Et aujourd'hui, on sait quand même quel est le rôle fondamental du microbiote, à la fois sur la santé, sur l'énergie, mais même sur l'humeur, sur la stabilité et le bonheur qu'on peut ressentir. Eh bien, la santé de notre microbiote, elle est liée à la diversité végétale. Donc, manger beaucoup de légumes, oui. D'ailleurs, Anthony Berthoud, il a regardé un petit peu les régimes paléo, donc des ancêtres chasseurs-cueilleurs, et il me disait que à l'époque, on mangeait entre 1 kg et 1,5 kg de légumes par jour. Donc, tu vois, il y a une grosse consommation quand même de végétaux. Mais il y a aussi une question de diversité. Ils mangeaient entre 50 et 80 espèces différentes par an. Donc vous pouvez vous amuser à compter. Et ça, c'est à mettre en perspective avec ceux qui font leurs courses en grande surface, où c'est toujours les mêmes courgettes, tomates, concombres, tu vois. Alors et déjà, je suis les saisons, tu vois. déjà, si tu fais ça, ouais. Il y a plein de fruits complètement. L'hiver, là, tu vois, on a mangé une clémentine ce matin. Tu sens que c'est plus trop la saison déjà. Elle était pas très bonne. Tu sens que bientôt, on va switcher. Mais c'est vrai que ça, c'est un super conseil. Et d'ailleurs, si tu fais tes courses dans un magasin bio, et que tu manges local bio, et ben naturellement en fait tu vas être contraint par la saison parce qu'ils vont pas aller importer des tomates sous serre, etc. Tu vois, en hiver il y a pas de tomates, donc dans ton magasin bio, si c'est un bon magasin bio local, etc., a priori tu auras jamais de tomates en hiver, donc ça va t'obliger à manger peut-être du fenouil, du céleri, des navets, des panais, des trucs les gens ont oublié. Là ils sont peut-être en train de croire que je parle d'aliments oubliés, mais pour autant délicieux. Donc voilà, donc je pense que c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, tu sais, tout à l'heure, je mentionnais la question des oxalates avec les épinards. Et tu vois, il y a un peu des modes comme ça dans l'aspect nutritionnel. Pendant un moment, donc je parlais des antinutriments. Les oxalates, au final, ça peut rentrer un peu dans cette famille des antinutriments comme l'acide phytique, etc. Il y en a plusieurs dans le règne végétal parce que les végétaux, ils n'étaient pas capables de se défendre quand ils se faisaient attaquer par des animaux. Donc ils ont mis en place des armes chimiques pour se protéger. Et donc quand ils sont ingérés en relativement faible quantité, ils posent pas de problème dans le corps humain. Mais s'ils sont trop accumulés, et ben au bout d'un moment, ils peuvent poser problème. Et donc en l'occurrence, je pense que les oxalates, qui sont accusés de poser des problèmes articulaires, etc., eh bien, c'est surtout lié au fait qu'on a tendance à manger tout le temps les mêmes aliments. Ouais. Et donc, on dépasse un seuil laminaire, et en plus, le corps, il n'a pas le temps de détoxifier. Parce que le corps, il a des capacités naturelles de détoxification. Et là, quand je parle de détoxification, c'est pas le fait de faire un jeûne ou de boire un jus détox. Je parle naturellement, le foie, c'est son rôle, enfin, c'est un de ses rôles, c'est de détoxifier les xénobiotiques, les polluants, etc., enfin, tout ce qui est pas bon pour nous, tu vois. Mais donc, si tu le bombardes tous les jours d'oxalate, parce que tous les matins, tu te fais un smoothie d'épinards, eh bien, potentiellement, d'une part, le seuil d'oxalate sera trop élevé, et en plus, il a jamais le temps de détoxifier ces oxalates. Tandis que si tu as une alimentation saisonnière, ben, peut-être qu'à certains moments, tu vois, tu vas manger des épinards et des betteraves et tu vas manger trop d'oxalate pendant 3 semaines, mais après, pendant 3 semaines, tu vas manger des fenouils et
et des poireaux et t'auras pas d'oxalate et ton corps il va très bien les détoxifier et t'auras jamais de problème, tu vois. Et donc et d'ailleurs on peut même faire ce constat sur les polluants. Tu vois, il y a du cadmium dans le chocolat, il y a de l'arsenic dans le riz. Ben si tu manges tous les jours du riz, bah au bout d'un moment tes seuils d'arsenic sont trop importants. Mais si tu manges du riz et puis des pommes de terre, puis il y a des moments où t'es peut-être cétogène où tu manges moins de trucs, etc. Voilà, tu vois, bah au final t'es jamais exposé aux mêmes polluants et donc ton corps, faut quand même se dire que le corps c'est une machine incroyable et le foie il est capable de détoxifier des xénobiotiques. D'ailleurs, faut bien chouchouter le foie. Ça, c'est un vrai truc. Mais c'est comme les poissons gras. Tu sais, moi, avant, j'étais adepte des pâtes avec pesto thon. Quand t'es étudiant, ça allait vite. Et maintenant que j'ai bien compris tout ce qui est mercure et tout, le thon, si j'en mange, c'est un vrai steak de thon 3 fois par an dans un resto précis, tu vois. Mais le thon en boîte, voilà, c'est un truc qu'on a décidé que c'est fini. Bah tu vois, moi de la même façon maintenant j'achète mes sardines sur internet dans des pots en verre pour éviter qu'ils soient enfermés dans des conserves autant que possible, tu vois. Encore une fois là je te disais, bah quand je suis à Paris, tu vois, j'ai besoin de manger etc, je me prends 2 boîtes de sardines, elles sont en boîte. Il faut pas être non plus faut pas exagérer, surtout, quoi, exactement, tu vois. C'est vrai que tu vois, t'écouter, ça se voit que t'as plein de connaissances. Je me dis, quelqu'un qui nous écoute, il doit se dire, c'est à la fois très simple de bien manger. Voilà, tu bois pas de coca, tu manges pas de bonbons, c'est bon. Et en même temps, on a l'impression que c'est très compliqué. Tu vois, comment tu situes le truc? Je sais qu'on dévie un tout petit peu du sujet de la viande. Ouais, mais ça c'est me semble hyper important intéressant. Et justement, tu vois, c'est un truc. J'ai l'impression que mon principal concurrent avec Féroce, c'est le temps et les gens qui me disent j'ai pas le temps de cuisiner, tu vois. Alors que l'alimentation, ça peut être hyper simple. Alors moi, surtout les mecs qui mangent, pardon, je te coupe, mais les végétaux, genre les lentilles, c'est long à cuisiner par rapport à un steak. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi mon alimentation elle est hyper simple, j'ai un vitaliseur de Marion qui me permet de cuire des légumes à la vapeur et donc outre le fait que c'est censé mieux préserver les nutriments des légumes, ça a surtout 2 autres avantages qui me semblent absolument fondamentaux. Le premier c'est que t'as besoin d'aucune connaissance en cuisine, tu les coupes, tu les mets dedans, t'as même pas besoin de les éplucher s'ils sont bio, t'as pas besoin de surveiller ni rien, tu laisses plus ou moins entre 10 et 20 minutes et voilà et c'est bon, tu vois. Et la deuxième chose c'est qu'ils sortent, ils sont hyper bons. Ils ont gardé une certaine texture, un goût, etc. Donc tu rajoutes juste un peu de super bonne huile d'olive, un peu de sel, et t'as déjà la moitié de ton assiette qui est faite. L'autre moitié de mon assiette, c'est une protéine de qualité. Ça peut être un poisson, une viande, des œufs. Et voilà. Et donc là, j'ai mon plat qui est fait. Ça m'a pris 10 minutes. Et en temps de préparation, j'ai coupé un poireau, tu vois. Donc, allez, 1 minute de préparation, 10 minutes de cuisson. Ça cuit les pommes de terre aussi? Quoi? Ça cuit les pommes de terre? Ouais, tout. Donc ça te fait même tes glucides en fait. Ouais, si tu veux, ouais, complètement. Moi, j'ai un régime qui est plutôt low carb, mais enfin, je suis pas du tout dogmatique sur le sujet. Je pense pas que ce soit le meilleur régime au monde. C'est juste qu'après en avoir testé plein, c'est celui qui me fonctionne le mieux pour moi. Donc, tu vois, plutôt que de manger des pommes de terre, je vais plutôt mettre des navets. Et en plus, j'adore ça, donc ça tombe bien. C'est marrant, tu vois, les navets. Typiquement, c'est le genre de truc où ça me donnait pas envie. Et je pensais ne pas aimer ça. Et puis j'ai regoûté et je trouve que maintenant ça a un petit goût de noisette et tout, au final j'aime bien. Bref, et puis après je vais manger un morceau de fromage au lait cru, un carré de chocolat comme dessert et je suis super content, tu vois. Et en hiver je vais pas manger trop de fruits, mais en été je vais manger des fruits en dessert, des fruits de saison, tu vois. Et voilà, mon repas il est fait. Et là tu peux dire ouais c'est un peu boring, mais en réalité déjà c'est varié parce que comme je mange de saison, ben mes légumes, les fruits, etc. ils changent. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que quand tu préserves, déjà quand t'as des bons produits à l'entrée et que tu les préserves entre guillemets correctement à la cuisson, c'est-à-dire que les légumes si tu les fais pas cuire à l'eau, parce que si tu les fais cuire à l'eau, c'est sûr qu'après ils ont plus aucun goût. Ou si t'achètes des champignons surgelés et que tu fais cuire comme ça, ils ont le goût d'eau, ils sont pas bons, tu vois. Mais si tu prends des bons légumes, que tu les préserves comme ça à la cuisson, etc., c'est juste super bon, tu vois. Donc j'ai pas du tout l'impression de me priver ou de manquer de quoi que ce soit. Et en plus, je pense que si tu veux, moi je ressens pas spécialement le besoin, mais... D'ailleurs les amis, n'oubliez pas que sur nutripreneur.com, vous avez 20% avec le code Corps Esprit 20, c'est valable une fois dans votre vie. Profitez-en pour faire le plein d'énergie, de santé et faire le plein à vos proches aussi. Et si vous êtes entrepreneur ou cadre et que vous avez besoin de perdre du poids et d'être remis en forme et d'être accompagné par des coachs, cliquez dans la description et voyez si vous êtes éligible pour le coaching Pareto Santé. Allez, on retourne à l'épisode. Tu peux te dire que t'as une note nutritionnelle et puis une note sociale. Et tu peux dire que les deux jouent sur une échelle de 0 à 5, tu vois. Et te dire, bon bah voilà, peut-être que je mange, je sais pas, un tiramisu. Et que sur la note... Il m'a regardé avec le tiramisu. Je cherche un exemple parce que c'est vrai que je suis pas très dessert de base, tu vois. J'ai facile à ça, j'ai l'avantage, c'est que je suis pas très, je suis plus porté. Je vais plutôt plus facilement manger 500 grammes de fromage pendant une raclette, ça va plutôt être ça mon craquage
que de me faire un tiramisu. Mais bon, bref, peut-être que la note nutritionnelle du tiramisu, elle est que de 1 sur 5, mais peut-être que la note de plaisir social, parce que je l'ai partagé avec des amis au restaurant, elle va être de 5 sur 5. Donc au final, ma note moyenne pour mon repas, elle sera de 6 sur 10, tu vois. Donc c'est ok, tu vois. Je pense que tu peux aussi parfois faire une sorte de trade-off comme ça pour pas tomber dans l'excès. Et je pense que ce qui est important, c'est quand même le day to day, tu vois. Je pense que fait est mieux que parfait de façon générale, et c'est vrai que quand tu parles de santé et pas que de nutrition, tu peux vite être tenté, surtout pour des gens comme nous, tu vois, qui sommes passionnés un peu par le potentiel humain, d'accumuler, de collectionner toutes les routines. Puis après tu te retrouves à faire 20 minutes de mobilité, un quart d'heure de respiration, une demi-heure de méditation, ton sauna, ton bain froid, ta séance de sport, ta nutrition parfaite, etc. Au final tu passes 4 heures à prendre soin de ta santé tous les jours. C'est plus une vie, tu vois. Si je fais un parallèle, la mobilité, initialement, l'objectif de la mobilité, c'était de permettre d'entretenir le corps pour continuer à en profiter et à faire sa pratique sportive telle qui nous fait plaisir. Donc si au final, tout ton temps, il est consacré à la mobilité, tu passes à côté du truc parce que t'as plus le temps de faire ton sport, tu vois. Donc je pense que c'est important de garder une forme de sagesse, d'équilibre là-dedans, et ce qui est important, c'est ce que tu fais et ce que tu arrives à maintenir, surtout sur le long terme, plutôt que d'être dans des excès. Mais pour conclure, tu vois, moi j'ai l'impression que ma nutrition, elle est très simple. Je mange 2 repas par jour, ils sont rapides à cuisiner, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à les manger, c'est des grosses assiettes. J'ai pas du tout l'impression de me priver. Il y a beaucoup d'œufs, beaucoup de viande, beaucoup de petits poissons gras, beaucoup de fromage, beaucoup de légumes. Et j'adore ça, tu vois. C'est que des trucs que j'adore. J'aime bien les noix et les noix de macadamia aussi. J'en mange. Des chips de coco, j'adore ça aussi. Et donc, j'ai vraiment pas l'impression de me priver, tu vois. Absolument pas. Et pour autant, je pense que sur le plan nutritionnel, c'est parfait, quoi. Mais t'as raison de le dire. En plus, ça ne demande pas beaucoup de temps, en fait, de bien manger. Il y a plein de choses qui se cuisinent pas aussi. Tu parlais des fruits, là t'as parlé des noix, il y a pas besoin de les cuisiner, c'est ça qui est pratique aussi. Le midi, je me fais des énormes salades, tu vois, je mets de la salade, des champignons, du fenouil, des trucs comme ça. C'est pareil, t'as pas besoin de faire cuire, des légumes lacto-fermentés. Je mets mes œufs, je mets un peu de roquefort dedans. Et puis tu vois, tu disais aussi, il y en a qui disent que ça peut être fade. Nous, je sais pas combien d'épices et d'herbes à la maison. Tu prends ça, plus le sel, plus l'huile d'olive, tu peux peut-être varier les huiles de temps en temps. En fait, ça te fait toujours des sauces uniques jour après jour. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je fais ma pub, mais vas-y. on a une huile d'olive. C'est vrai. Et ce qui est amusant, c'est que notre huile d'olive, je l'ai conçue. Nous, la finalité de Pharos, c'est de promouvoir la santé humaine. Donc, mon cahier des charges et la façon dont j'ai fait mon huile d'olive, elle avait pour vocation d'être à haute teneur en polyphénol, parce que les polyphénols, c'est vraiment ce qui fonde en partie les bienfaits de l'huile d'olive. C'est-à-dire qu'il y a plein d'études qui montrent que l'huile d'olive, c'est génial pour la longévité. D'ailleurs, Brian Johnson, il dit que c'est l'un de ces hacks les moins chers et les plus puissants pour accroître sa vitalité, etc. Mais pas n'importe quelle huile. La teneur en polyphénol, donc les polyphénols, c'est des composés qui viennent, qui servent un peu de bouclier à nos cellules pour se protéger du stress oxydatif notamment. Et puis ça a aussi des actions sur le microbiote, sur la télomérase qui est l'enzyme qui vient protéger nos chromosomes lors des divisions cellulaires pour pas qu'il y ait dégradation de l'ADN, etc. Et donc en fait dans les études ils utilisent des huiles d'olive qui sont à 400 mg au minimum par kilo de polyphénol. Sauf que celles qu'on trouve dans le commerce, même bio, elles sont à 100-150 mg. Tout simplement parce que pour avoir une huile riche en polyphénol, il faut que tu aies récolté les olives directement sur l'arbre. Il faut pas qu'elles soient tombées au sol, parce qu'une fois qu'elles tombent au sol, elles commencent à fermenter. Et en fait les polyphénols, comme en fait dans le corps humain, ils nous protègent du stress oxydatif, et ben si l'olive elle tombe au sol, ils vont protéger l'olive du stress oxidatif, c'est-à-dire de l'oxygène une fois qu'elle est tombée au sol. Donc ils vont la protéger de la fermentation. Donc en fait, ils auront déjà réagi. C'est comme si on avait déjà grillé les cartouches, tu vois. Donc faut vraiment la récolter au stade de maturité optimale, et naturellement, ça coûte plus cher et on a moins de rendement parce que on cueille le fruit un peu plus jeune, donc le ratio chair noyau est moins intéressant. Bref, donc ce qui veut dire que les huiles d'olive, même celles qu'on trouve dans les magasins bio, elles sont pauvres en polyphénol. Donc moi, mon cahier des charges, c'était une huile d'olive riche en polyphénol et exemple de polluants. Donc on teste les hydrocarbures, les microplastiques, tous les polluants, les pesticides, etc. Et pourquoi est-ce que je raconte ça ? Parce que la finalité, c'était pas le fait qu'elle soit bonne. Sauf que, naturellement, une huile qui est riche en polyphénol, les polyphénols, ça a un côté un peu plus épicé, un peu plus de goût, etc. Et donc, moi, j'avais jamais goûté d'huile d'olive de ce type-là avant de faire la mienne. Donc mon référentiel, c'était les huiles du commerce. Il s'avère que je la trouve absolument
incroyable, elle est trop bonne, tu vois. Et ça change tout aussi, tu vois, exactement comme tu le mentionnais, quand tu la mets sur une salade, sur des légumes, etc., tout de suite, ça leur donne un goût incroyable, et c'est super bon. Donc la qualité des produits, j'en reviens, et tu parlais de tes Bien herbes, sûr. etc. On a aussi un blend d'herbes sauvages, tu vois, qui sont cueillies et pas cultivées. Naturellement, elles ont un bouquet aromatique, une teneur en antioxydants qui est nettement plus importante. Et puis après, tu peux facilement avoir des petits twists, tu vois, tu mélanges de l'huile d'olive avec un peu de tamari et un peu de thym, tu mélanges ça ensemble, t'as tout de suite une sauce, ça m'a pris 10 secondes, pas plus. C'est excellent, et tu mets ça sur ton haché féroce, c'est incroyable. C'est une sauce magique qui prend 2 secondes à préparer. Donc il y a plein de petits twists comme ça à découvrir en cuisine qui te permet de faire de relever un petit peu tes plats sans avoir besoin d'y consacrer de temps. Tu vois, enfin moi j'ai pas de connaissances, j'ai pas d'ingrédients, j'aime bien les choses qui sont simples et rapides, et pour autant je me régale, quoi. Ouais, bah en fait, comme tu l'as dit, la qualité de l'aliment fait tout. Et tu te rends compte que quand tu manges des aliments de qualité, t'es beaucoup moins attiré par des choses industrielles qui, de base, vont. Tu sais très bien pour ta santé, elles sont pédales. On n'est pas non plus en train de dire aux gens, mangez plus de trucs industriels. Mais ouais, même si on les déconseille, mais après, encore une fois, le but, c'est pas d'être extrême dans ce qu'on fait. Mais nous, de base, qui mangeons hyper bien, en fait, on se restreint même pas à manger ça. En fait, c'est que naturellement, ça nous donne même pas envie. C'est comme tu l'as dit, avec des assemblages très simples d'aliments, tu peux prendre autant de plaisir quand, encore une fois, déjà, il faut que tu réhabitues ton palais au vrai goût des aliments, parce que les gens ont un palais complètement déshabitué, quoi, avec trop de sucre, trop de gras, trop de sel, il y a plus de saveur. Donc tu vois, déjà, nous on aime bien dire le test de la carotte. Croque une carotte, si tu trouves qu'elle a pas de goût, c'est que ton palais il est complètement, tu vois, il est complètement foutu, alors qu'une carotte de base c'est hyper sucré. Et donc du coup, de se réhabituer à avoir des aliments de qualité, en fait, tu te rends compte que tu prends tout autant de plaisir. Et encore une fois, on aime bien dire aussi que bien manger, ça prend pas de temps. Juste, t'assembles des bons aliments et c'est très bien. Et t'as pas besoin de faire Top Chef pour bien manger, être en bonne santé et avoir de l'énergie, quoi. Et j'avais une question à te poser par rapport à tout ce qui était testostérone chez les hommes aussi. Est-ce que j'aime bien, t'as dit quoi? Attends, Féroce, ta mission c'est de promouvoir la santé humaine, c'est ça que t'as dit? Ouais. Est-ce que derrière il y a aussi un enjeu de retrouver une certaine virilité, si je puis dire ainsi, via le steak, via de la nourriture dense en énergie, qui va justement relever cette testostérone? Alors ça fait pas du tout partie de la mission initiale. D'ailleurs, la moitié de nos clients sont des clientes, et de façon assez surprenante. Ça peut être la testo chez les femmes aussi, d'ailleurs. Qui est Oui, très c'est vrai. importante. C'est vrai, mais donc non, en tout cas, c'était pas le prise de base. La promesse de Féroce, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est ne pas nuire. Donc on teste tout en labo pour garantir l'absence de résidus médicamenteux, pesticides, métaux lourds. Ensuite, nourrir avec des produits à haute densité nutritionnelle. Donc là, pareil, on teste les vitamines, les minéraux, le profil d'acides gras, etc. Et on a un cahier des charges qui promeut justement un parfait équilibre à ce niveau-là. Et ensuite, durer en s'inscrivant dans des modèles régénératifs, extensifs, qui sont, à mon sens, les seuls susceptibles de répondre à nos enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Une fois que j'ai dit ça, pour quand même répondre à ta question sur la testostérone, il y a 2 éléments. Déjà, je sais pas si la viande rouge est associée à plus de testostérone ou pas. Honnêtement, je pense qu'il y a aussi un côté d'imaginaire lié au fait que la viande c'est plus masculin et donc ça augmenterait la testostérone. Après, ceci étant, tu parlais d'énergie, etc. Moi, ce que je constate, c'est que avec un régime plus animal-based, et donc quand je dis animal-based, ça veut pas du tout dire carnivore. Ça veut juste dire que mes protéines viennent de sources animales. Donc ça veut pas dire que je mange, au final, dans mon total calorique, je mange que 20% de protéines, tu vois, comme la plupart des gens. C'est juste que ces protéines, elles viennent pas des céréales, elles viennent pas des légumineuses, elles viennent pas de whey ou de poudre de pois ou de soja, elles viennent d'animaux. Et ben depuis que j'ai ce type d'alimentation-là, je m'aperçois que mes selles sont meilleures, que j'ai une meilleure récupération, que j'ai plus d'énergie. Je suis pas du tout tombé malade de cette année, j'ai même pas eu le nez bouché, etc. Après, je suis juste un seul cas, et donc on est très loin d'une étude clinique. Mais par contre, Non, on est plusieurs dans mais par contre, tu vois, on a plusieurs clients qui nous relèvent la même chose, dont certains qui sont des athlètes de haut niveau et qui ont l'avantage de faire régulièrement des analyses de sang complètes en médecine fonctionnelle, où ils checkent les différents marqueurs hormonaux, mais aussi en vitamines, en minéraux, le cortisol, leur insuline, leur CRP, c'est-à-dire leur niveau d'inflammation, leur testostérone, etc. Tu vois, et qui ont remarqué des changements drastiques depuis qu'ils mangent féroce. Alors c'est pas le fait que de manger féroce, c'est plutôt globalement le fait d'avoir une alimentation qui est plutôt fondée sur la densité nutritionnelle plutôt que de manger un peu équilibré selon la pyramide alimentaire française, qui en réalité est massivement fondée sur les céréales, où tu manges des croissants en petit-déj, enfin voilà, beaucoup de glucides, et au final les glucides,
je suis pas en train de dire que c'est mauvais pour la santé, mais la densité nutritionnelle des glucides, de façon générale, par rapport à la quantité de calories, est relativement faible. Ne serait-ce que parce que c'est des concentrés de calories, et donc À part les naturellement, patates. en pourcentage, oui. Je voulais, pardon, Mais sinon, j'aurais pain, j'aurais par dû exemple. préciser plutôt des céréales, quoi. Céréales, pseudo-céréales, j'aurais dû le préciser, pardon, effectivement. Donc les pommes de terre, effectivement, je le considérais pas dedans. En fait, les céréales, pseudo-céréales, légumineuses, ça se caractérise par une densité calorique très importante à 100 grammes. C'est les aliments, voilà, ils concentrent beaucoup de calories. C'est hyper pratique, en fait, si tu veux, face à l'explosion de la démographie mondiale. On s'est posé la question de comment on allait nourrir la population. C'était un vrai sujet, tu vois. À l'époque, la question, c'était pas tant d'optimiser la longévité ou de réduire le surpoids ou l'obésité, c'était surtout de diminuer la famine. Et les céréales, notamment le maïs, le riz et le blé, comportaient des avantages massifs. Ils étaient faciles à cultiver, faciles à stocker, faciles à transporter, donc faciles à vendre et à échanger, et extrêmement riches en calories. Voilà. Mais donc la densité cette fois-ci nutritionnelle de ces aliments est quand même relativement faible comparé à des produits animaux. Donc voilà. Donc ce que je peux constater et ce que je peux te dire, c'est que moi, depuis que j'ai ce type d'alimentation là, et pour en avoir testé plein d'autres et de façon corrélative avec d'autres témoignages que j'ai pu recevoir, élève clairement mon énergie, mais aussi mes niveaux hormonaux, etc. Et d'ailleurs, moi qui fais beaucoup d'endurance, ma testostérone, elle a tendance à être basse. Parce que quand tu fais de l'ultra-endurance, ça impacte négativement la testostérone. Et depuis que je mange plus de viande, pour être honnête, d'autant plus que je mange pas mal de viande, plus que ce que je mangerais si j'avais pas féroce, parce que... C'est la tienne, t'en manges plus. Non, il n'y a pas que ça, c'est que parfois... En fait, il y a des normes assez drastiques dans la sécurité sanitaire. Et lorsqu'on expédie les colis en surgelé, ils sont expédiés à moins 18 degrés. Et si la température constatée descend en dessous de moins 15, parce qu'il peut y avoir un dysfonctionnement sur le camion ou autre, nous, on a des puces qui le détectent et on n'a plus le droit de la vendre. Alors même qu'elle est descendue qu'à moins 15. Donc moi, je la considère encore comme parfaitement comestible. Donc dans ce cas-là, elle revient à mon entrepôt. Je peux pas la vendre aux clients, mais je la récupère pour moi et je la donne à mes collaborateurs, aux gens qui travaillent avec moi, etc. Et le fait est que au début, ça reste très rare, tu vois. C'est peut-être 0,1% des commandes, mais vu les volumes qu'on expédie, en réalité, 0,1% des commandes, ça nous remplit un congélateur par mois. Donc on a beaucoup de viande potentiellement à dispo. Donc j'en mange quand même pas mal grâce à ça, grâce ou à cause de ça. Et ouais, franchement, l'impact sur mon énergie et tout, surtout moi, tu vois, ça fait quand même 6 ans que j'y prête vraiment attention, que je fais limitless, que je me lance des défis un peu extrêmes, et ces défis extrêmes, ils viennent se corréler avec ma vie d'entrepreneur, de père, etc. Donc je vois l'avantage d'avoir une vie où tu vas chercher les limites, c'est que tu vois vite ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Tu vois, quand c'est extrême, tu tombes facile. En fait, c'est un peu comme si je marchais sur une île de crête en haut d'une montagne. Le moindre faux pas, je tombe dans le vide, tu vois. Et donc je m'en rends compte rapidement. Tu vois. Et donc, et à l'inverse, quand ça va particulièrement bien, je m'en rends compte aussi. Là, je peux te dire que c'est assez dingue, quoi. Et le dernier point sur la testostérone, ça, je te le dis plus à toi parce que, et donc c'est une petite aparté, mais je trouve que c'est intéressant parce que ta femme est enceinte. Et c'est assez amusant de voir comment la testostérone évolue et les rôles qu'elle peut avoir dans la vie humaine et notamment chez les hommes. Et donc, on s'aperçoit que lorsque un homme a une femme et puis que sa femme tombe enceinte, ses niveaux de testostérone chutent drastiquement et pendant la grossesse et pendant les 2 à 3 ans qui suivent l'accouchement de sa femme. C'est pour être plus doux avec l'enfant, non? Ou probablement pour, en tout cas, moins chercher de partenaires. En fait, si on se replace dans un contexte biologique, oui, c'est logique en vrai. Si on se place dans un contexte biologique, l'objectif de n'importe quel organisme, que ce soit une plante ou un animal, c'est survivre et répandre ses gènes. C'est les 2 objectifs principaux. Okay, et donc, en l'occurrence, l'homme ne fait pas exception puisque c'est un organisme vivant. Et donc, potentiellement, la femme, étant donné que, contrairement à une vache, lorsqu'elle accouche le veau, il est directement capable de marcher. Nous, notre bébé, tu verras quand il va naître, je trouvais que moi, ma fille, quand elle est née, on aurait dit presque un organe humain. Elle était violette, avec la tête en tube, reliée au truc, enfin, vraiment, tu te dis, pas du tout fonctionnel, quoi, mais vraiment, loin de là, quoi. Donc, t'es obligé d'en prendre soin et de t'en occuper. Mais si la femme, elle prend soin de sa progéniture, elle peut pas aller chasser, etc., et puis elle peut peut-être moins se défendre aussi, donc elle a besoin de l'homme. Donc si l'homme, qui est programmé quand même pour répandre ses gènes,
ben il passe son temps à aller rencontrer d'autres femelles, bah c'est pas terrible pour la survie du bébé quoi. Donc on pense que justement cette baisse de la testostérone, elle lui permet d'être focus sur sa femme et sa progéniture. Et après 3 ans, la testostérone remonte. Pourquoi? Mais Pour pour faire un deuxième. autre. Exactement. T'as tout compris. Mais du coup, tu disais que tu vois, tu trouvais qu'il n'y avait pas de lien avec la viande rouge, la testostérone, mais en vrai, on peut vite faire le lien parce que même si on parle de virilité, etc., mais la viande rouge apporte énormément de nutriments, comme on l'a dit. Et les nutriments sont essentiels, notamment le zinc, même les bons lipides pour la testostérone. Et donc, du coup, c'est même les bons oméga, enfin bref, tout ça, c'est hyper important. En fait, le lien, il est quand même vite fait. Oui, bah clairement, c'est sûr que mais en fait, je voulais dire que je pense pas que parce que c'est vrai dans l'inconscient collectif, tu vois, on imagine les mecs hyper virils, etc., qui mangent de la viande. Et voilà, j'avais pas envie de tomber dans ce cliché-là, mais En vrai, je pense qu'on peut quand même un peu tomber dedans parce que quand tu sais exactement ce que ça apporte. Mais voilà, mais comme tu l'as très très bien expliqué, la densité nutritionnelle et aussi en acides gras saturés, il faut quand même le dire. Alors, j'en profite pour dire deux trois trucs intéressants, je pense, sur les graisses saturées, parce que les graisses saturées, elles sont vilipendées autant que la viande rouge. D'ailleurs, elles participent au fait que la viande rouge soit vilipendée et elles causeraient les maladies cardiovasculaires, etc. Alors déjà, il faut comprendre que dans la viande, c'est pas que des graisses saturées. Comme dans l'huile d'olive, c'est pas que des monoinsaturés. En fait, dans l'huile d'olive, tu peux avoir 20% d'acides gras saturés, tu vois. Et dans la viande, tu peux avoir 40 à 50% de monoinsaturés. Donc, en fait, à chaque fois, c'est un continuum. C'est juste les proportions de polyinsaturés, monoinsaturés et saturés qui varient. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on entend saturé, et ça, c'est un problème épistémologique, t'entends saturé, tu te dis, ça va boucher mes artères. Ouais. Alors qu'en fait, ça a trait juste à la structure moléculaire de l'acide gras, où en fait toutes les liaisons carbone elles sont saturées, toutes les liaisons hydrogène elles sont saturées, donc elles sont toutes stables entre guillemets, donc on devrait parler de graisses stables. D'ailleurs pour ça qu'elles sont beaucoup plus stables à la cuisson que des polyinsaturés qui sont très fragiles à la cuisson et si on les cuit qui vont avoir tendance à s'oxyder, à devenir dangereuses pour la santé. Et parmi ces graisses saturées déjà il y en a plusieurs sous-catégories qui ont des impacts différents sur la santé. T'en as des acides gras saturés à chaîne courte qui par exemple vont nourrir les cellules épithéliales et qui vont avoir des bénéfices pour la santé intestinale, etc. Donc voilà, tout ça est beaucoup beaucoup plus complexe. Mais bref, si on prend les graisses saturées dans leur ensemble, les graisses saturées, elles rentrent dans la construction des membranes cellulaires de nos cellules et les membranes cellulaires de nos cellules, c'est ça qui leur permet d'exister. C'est ça qui fait qu'une cellule existe. C'est-à-dire que sans membrane cellulaire, il n'y a pas de différenciation entre le soi et le non-soi. Et donc, il n'y a pas de cellule, il n'y a pas de vie. Tu vois, c'est vraiment la source de la vie. Et tu le mentionnais très justement, les graisses saturées, c'est les précurseurs de toutes les hormones stéroïdiennes. Exactement. Notamment aussi le cortisol, etc. Tu vois. Donc, en fait, elles sont hyper, hyper importantes. Et donc, est-ce qu'elles causent les maladies cardiovasculaires? Donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. La première, c'est que en réalité, on s'aperçoit que les graisses saturées n'augmentent pas vraiment le cholestérol sanguin. La majorité du cholestérol, il est produit par le corps lui-même à partir d'autres molécules. Et il ajuste sa production en fonction des apports alimentaires. Donc si tu manges plus de graisses saturées, il va juste en faire un petit peu moins lui-même, tu vois. Mais le global va rester, dans la majorité des cas, sauf spécificité génétique d'hypercholestérolémie, va rester globalement stable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que qu'est-ce qui cause vraiment les maladies cardiovasculaires? Tu sais, on a tendance à vilipender le LDL, le cholestérol LDL comme le mauvais cholestérol. En fait, c'est pas tant... déjà, c'est pas tant le LDL, ça serait plutôt le VLDL. Enfin bref, on va pas rentrer dans des trucs trop compliqués. Mais ce qui est intéressant, c'est que le LDL, c'est un peu comme un transporteur qui transporte des triglycérides du foie vers les cellules adipeuses. Et donc, c'est plus un symptôme qu'une cause. Et donc, je vais prendre 2 cas pour illustrer ça. Le premier, c'est, je reprends mon histoire où tu manges ton burger avec ta viande au milieu, avec un peu de graisse saturée, et puis ton pain ultra raffiné autour, tu vois, qui va élever très fortement ta glycémie. Donc la glycémie sanguine augmente, c'est-à-dire qu'il y a plus de sucre dans le sang. Le sucre dans le sang, il doit rester dans des seuils homéostatiques, c'est-à-dire que si t'en as pas assez, bah tu meurs, et si t'en as trop, tu meurs aussi, il est toxique. Donc cet accroissement du sucre dans le sang, eh ben, le corps doit le gérer, sinon il meurt, donc il sécrète de l'insuline pour le faire rentrer en priorité où? Dans les cellules musculaires. Sauf que la plupart des gens, ils font pas beaucoup de sport. Donc les stocks, ils sont déjà pleins dans les cellules musculaires. Donc qu'est-ce qu'il fait le corps? Il faut quand même qu'il les mette quelque part. Donc il va essayer de les mettre dans le foie, dans le glycogène hépatique. Sauf que les gens, ils mangent 3, 4, 5 fois par jour sans faire de sport. Les stocks de glycogène hépatique, ils sont déjà pleins. Qu'est-ce qu'on fait de ce sucre?
Eh ben, on va le transformer en triglycérides et le transporter dans nos cellules adipeuses. Et qui le transporte? Eh ben, justement, ces petits transporteurs qui sont les LDL et les VLDL. Et c'est ça qui cause principalement les maladies cardiovasculaires. J'ai un peu simplifié, mais en gros, c'est l'idée. À l'inverse, si je mange des graisses saturées, par exemple, je me mange du fromage au lait cru ou du beurre, je vois ton petit sourire, t'as l'air de bien aimer le beurre. Oui, non, mais parce que j'anticipe déjà peut-être ce que tu vas dire, c'est pour ça. Et ben en fait, la glycémie sanguine, elle va pas augmenter parce que les graisses, ça influence pas trop la glycémie sanguine. Alors, bien sûr, le fait de manger trop de calories, ça posera problème dans tous les cas, peu importe le macronutriment dont on parle. Mais en réalité, toute cette cascade dont j'ai parlé, qui peut aussi mener à la résistance à l'insuline et à l'inflammation, parce que derrière, il y a aussi une logique d'inflammation dans les maladies cardiovasculaires, n'aura pas lieu. Donc en réalité, si on compare un régime hyperglucidique avec surtout des glucides à index glycémique élevé, à un régime plutôt high fat low carb avec beaucoup de graisses saturées et peu de glucides, ben celui avec beaucoup de graisses saturées et peu de glucides aura plutôt tendance à être cardioprotecteur par rapport à celui qui est hyperglucidique. Et ça, c'est pas une étude épidémiologique qui le montre. On a testé dans une étude interventionniste de remplacer les graisses saturées par des glucides raffinés et les risques cardiovasculaires n'ont pas diminué, ils ont augmenté. De toute façon, on le voit avec la population. À l'époque, ils mangeaient du beurre tout le temps, des graisses animales, de la viande, et il n'y avait pas de maladie cardiovasculaire. Par contre, depuis qu'il y a eu l'industrialisation, les produits ultra transformés, là, on a vu les margarines, les huiles végétales. Là, on a vu beaucoup plus de maladies cardiovasculaires. Donc, ça montre bien qu'on cherche aussi à chaque fois un ennemi, mais c'est pas forcément le bon ennemi, pour justement vendre un autre produit. Donc un coup l'ennemi c'est le gluten ou les glucides, un coup c'est les graisses pour te vendre un truc végétal. Ou des statines. Ouais, ou alors c'est la viande pour te vendre des steaks végétaux qui contiennent 30 ingrédients et ils sont tous plus mauvais que les uns après les autres. Donc tu vois, c'est ça en fait, c'est qu'à chaque fois on cherche l'ennemi pour en fait te vendre une autre solution qui est encore pire. Parce que les steaks végétaux, franchement, quand tu regardes... Ça fait bien d'en parler ça, parce que ça... Quand tu regardes la C'est liste... le problème. Hein. Ouais. Non mais, et tu sais, moi-même, je me suis fait avoir quand je te parlais de ma transition végétarienne. Tu regardes leur marketing, leur packaging, etc. Tout te laisse à penser que c'est des produits hyper sains. Du coup, tu le remets même pas en question. Et donc, moi, j'en ai acheté en me disant, en pensant me faire du bien, tu vois. Et après, quand tu regardes la composition, mais c'est des produits ultra transformés, c'est une catastrophe. Alors, ok, je veux bien que tu veuilles être végétarien, mais un Kylian Jornet, je reprends cet exemple, il mange des légumineuses et des céréales, il mange pas des steaks végétaux. Surtout que je pense qu'ils ont attaqué le marché en disant, tu vois, je me rappelle, il y a du jambon, c'est du jambon sans cochon, enfin pour le bien-être. Donc ils utilisent l'argument ultime, non, on tue pas d'animaux. Comme ça, on fait l'impasse sur tout le reste. Mais quand tu regardes les ingrédients, c'est pas bon pour ta santé. C'est meurtrier. Non mais Oui, c'est vrai, il tue pas d'animaux à 4 pattes, par contre, il tue des humains. animaux à 2 pattes. Il tue des bipèdes et pas des quadripèdes, tu vois. Non mais je te promets, mais tout l'argument, en fait, c'est un truc hyper émotionnel. D'ailleurs, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un? Parce que un truc sur lequel on peut rien te reprocher, c'est que tu veux faire de la qualité. Mais quelqu'un qui te dit, moi David, je veux pas manger d'animaux parce que je suis convaincu que pour le bien-être animal, il faut pas les tuer. Et deux, il y a un côté pour la planète éthique. Qu'est-ce que tu réponds, tu vois, à quelqu'un comme ça? Est-ce que tu vas forcément avoir l'argument santé? Parce que nous, on pense que d'un point de vue de la santé, la viande est obligatoire. Maintenant, un mec qui me dit, et moi en fait, je veux pas manger d'animaux. Moi, je pense qu'il est possible de réconcilier nos besoins physiologiques avec les contraintes environnementales et sociétales actuelles. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec Pharos. Justement, quand on regarde ces modèles 100% herbagés, on s'aperçoit que c'est des vaches qui, pendant toute leur vie, vont être hyper heureuses. Elles vont pouvoir s'adonner à des comportements naturels, c'est-à-dire courir. Moi, j'ai vu des vaches courir et gambader et sauter, etc. Enfin, tu vois, c'est gros et c'est lourd, une vache. Je pensais pas que ça pouvait avoir autant de vitesse, de fougue, etc., que ça pouvait être aussi agile et aussi mobile, tu vois. D'ailleurs, j'en ai déjà vu une sur 2 pattes, en équilibre sur 2 pattes, pour essayer d'attraper une pomme dans un arbre. C'est pas vrai. Alors qu'elle fait 800 kilos. Tu te dis, waouh, comment ça marche, tu vois. Donc voilà, donc c'est des animaux qui vivent leur vie en étant heureuses, avec des éleveurs qui sont profondément respectueux de leurs troupeaux, qui les aiment sincèrement. Et d'ailleurs, ils me le disent tous, quand vient le moment de voir les amener à l'abattoir, eh bien, souvent les nuits précédentes, ils dorment pas, etc. C'est difficile pour eux. Ça, on en parle pas. C'est important d'en parler, parce qu'on peut pas s'en rendre compte. On a l'impression que c'est des mecs qui s'en foutent, ils disent allez, ciao. Pas du tout. Après, il y a plusieurs modes d'élevage, tu vois. Là, je te parle d'éleveurs qui sont, voilà, donc qui sont vachement
mais donc ils sont vachement attachés à leur troupeau. D'ailleurs, tu vois, dans un cheptel, il y a des vaches qui vont abattre pour la viande, et puis il y a des vaches qui vont garder pour la reproduction, et donc souvent ils gardent un peu leur préféré pour la reproduction, et ils les emmènent jamais à l'abattoir parfois parce que ils sont trop attachés à elles, tu vois. Donc voilà, donc ce côté de complètement dépersonnifié et pas une réalité. Et ensuite sur les aspects environnementaux, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, tu vois, ces prairies naturelles, ces haies sauvages, ça fait partie des derniers endroits sur Terre avec les forêts qui sont exempts de pesticides, d'engrais, etc. Les cultures, même en agriculture biologique, au final, tu as des engins agricoles qui passent, qui écrasent les sols, ce qui tue potentiellement tous les architectes des sols, toute la microfaune que sont les vers de terre, les champignons mycorhiziens, etc., qui pourtant sont hyper importants sur la protection des sols contre l'érosion, le renouvellement, etc. Donc c'est des choses qui sont absolument fondamentales. Il y a aussi toutes les nichées d'oiseaux qui vont être détruites. Parfois il y a des petits mammifères ou des bébés biches, ce genre de trucs qui passent sous les engins. Donc voilà, donc faut se dire aussi que même les cultures, et même lorsqu'elles sont bio, elles sont pas forcément 100% parfaites, tu vois, sur ce plan-là. Donc ces prairies et ces haies sauvages, c'est vrai, de véritables corridors pour la biodiversité. On retrouve notamment 13 des 20 espèces de chauves-souris qui vivent dans ces haies. Il y a tous les insectes pollinisateurs qui sont hyper importants dans les fécondations des arbres, etc. Et on a déjà entendu dire que sans les abeilles, ça serait la fin du monde. Voilà, justement, il y a beaucoup d'abeilles, de bourdons, etc. qui vivent là. Beaucoup d'oiseaux, de nichées d'oiseaux. Donc voilà, donc il y a beaucoup de vie. C'est ça que je veux dire. Ensuite, sur l'aspect plus écologique, plus lié au réchauffement climatique, on entend souvent dire que les vaches, elles rejettent du méthane et que le méthane, ça a un pouvoir hyper important sur les gaz à effet de serre. C'est vrai et c'est faux. En fait, ça dépend sur quelle perspective de temps on se place. Le méthane a un effet flash hyper important, c'est-à-dire que beaucoup plus important que le CO2, donc il va monter et réchauffer beaucoup plus, mais sur une durée très courte, de l'ordre de 12 à 20 ans. Donc c'est-à-dire que 20 ans après, il n'y en a plus, tu vois. Donc l'effet de réchauffement, il est retombé à zéro. Donc c'est pas une logique de stock, c'est une logique de flux. C'est-à-dire que si ton cheptel bovin, il reste stable, eh ben les rejets liés à ça vont pas être plus réchauffants ou moins réchauffants. Par contre, si je fais le parallèle avec ce qui dépend des ressources fossiles, donc du gaz naturel et du pétrole, et donc là on peut citer le transport, mais aussi les cultures. Lorsque on n'a pas d'intrant qui vient des déjections animales, on est obligé d'utiliser des engrais de synthèse qui sont dépendants de ces énergies fossiles. Et là, ceux-là, ils rejettent du protoxyde d'azote. Et le protoxyde d'azote a un pouvoir réchauffant plus faible que le méthane, mais par contre, il s'accumule. C'est une logique de stock et pas de flux. Et donc, il va s'accumuler pendant 1000 ans. Donc, à chaque fois qu'on va cultiver en utilisant ces engrais-là, on augmente et on alourdit notre facture sans pouvoir revenir en arrière. Et donc, il y a vraiment une logique de complémentarité entre l'élevage et la culture, parce que l'élevage nous permet d'avoir des intrants naturels justement pour enrichir et fertiliser les sols. Et donc, pour en revenir à ces sols, on estime que sur ces prairies naturelles, 1 hectare de prairie naturelle, ça équivaut à 1 hectare de forêt en séquestration de carbone. C'est-à-dire qu'un hectare de prairie naturelle, elle capture dans ces sols à peu près 80 tonnes de CO2 par hectare. Et on en capture entre 2 et 3 supplémentaires chaque année. Et donc c'est un peu pareil dans une forêt. Donc c'est vraiment, on est sur les mêmes ordres de grandeur. La différence, c'est que le CO2 capté par les prairies va l'être beaucoup plus profondément que dans les forêts. Donc il va être mieux stocké, mieux préservé. C'est-à-dire que la forêt, si elle brûle, eh bien, les stocks de carbone vont être libérés dans l'atmosphère. Et donc ça devient un problème aujourd'hui où on a de plus en plus de feux de forêt. Et en plus d'être stocké plus profondément dans ces... Attends, je me perds. Ouais. Tu parlais des sols brûlés. Bon, enfin bref. Mais donc tout ça pour dire que donc il y a vraiment du stockage, il y a vraiment du stockage carbone, et donc au final, oui voilà. Et la principale cause de libération du carbone dans l'atmosphère, c'est le retournement de ces prairies pour des cultures. Et d'ailleurs, The Shift Project, qui a mené une grande consultation et 1 an de recherche sur comment décarboner l'agriculture, pour atteindre les objectifs du GIEC en 2050, tout en nourrissant 87 millions de Français et sans dépendre des importations extérieures, a conclu que la solution, c'était pas d'arrêter de manger de la viande ou diminuer la consommation de viande, c'était d'aller vers plus de modèles herbagés. Parce que, en revanche, si on prend
des modèles plus conventionnels qui vont utiliser du maïs et du soja pour nourrir leurs animaux, bah là, on va être sur une équation qui est complètement différente. Déjà parce que pour nourrir ces animaux, on va devoir cultiver du maïs et du soja. Donc, c'est des cultures qui vont avoir des rejets CO2, etc. Des espaces et des superficies qui pourront pas être utilisés pour cultiver des végétaux pour les humains, tu vois. Et donc, on va perdre de l'énergie, si tu veux, pour produire des aliments pour des animaux, pour ensuite manger ces animaux. Donc voilà, donc l'empreinte écologique elle est complètement différente. Et en plus, le maïs, nous, on va le cultiver chez nous, mais le soja, souvent, il va être importé. Donc, il va contribuer à la déforestation. Il va faire 9000 km pour venir du Brésil jusque chez nous. Donc voilà. Il y aura pas d'aussi grands espaces et pâturages qui vont séquestrer ce carbone parce que les animaux vont passer quand même plus de temps en bâtiment et donc la part de l'air va être plus faible en proportion dans leur alimentation. Et le fait qu'ils mangent des céréales alors qu'ils sont pas physiologiquement adaptés à manger des céréales fait qu'ils le digèrent moins bien, donc ils rejettent aussi plus de méthane. Donc on s'aperçoit que selon les modes d'élevage, on a vraiment une contribution environnementale dans un cas et dans l'autre sens plutôt une dégradation, en tout cas une dégradation du bilan carbone. Péjoratif, ouais. Et je me posais une question pour réconcilier aussi peut-être les végétariens avec tout ça. Pourquoi on ne mange pas tout simplement les animaux quand ils meurent de vieillesse? Est-ce qu'on résoudrait tout? Pas de souffrance animale. Moi, je pense qu'il y a une question de goût aussi, peut-être, ou peut-être de bactéries. Tu vas me dire ce que t'en penses. Mais je me dis, moi, si je me mets à la place d'un végétarien, j'adore la viande, mais je veux juste pas tuer une bête, mais si elle meurt naturellement, pourquoi on la mange pas? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, sur le plan sanitaire, c'est interdit parce que tu peux pas savoir qu'elle est morte de vieillesse. En fait, tu peux pas savoir de quoi elle est morte. Et donc, si elle est morte de cause naturelle, entre guillemets, bah, tu dis que potentiellement, elle a peut-être chopé quelque chose qui est pas bien. Et donc, t'as pas le droit de la vendre. Donc, si dans un cheptel, t'as une vache qui meurt, on peut pas la manger. D'accord. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je pense pas qu'en termes de goût, ça pose problème. Hein. On voit que nous, si on a une vache donc une reproductrice, par exemple, une vache de réforme, entre guillemets, qui est envoyée à l'abattoir, au contraire, son gras il sera peut-être plus persillé, etc. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment de problème de goût. En revanche, ça va poser un problème d'équation économique parce que une vache a vécu quand même longtemps et pendant tout ce temps-là, elle aura mangé et consommé des ressources, il aura fallu s'en occuper. Faut être prêt à payer 5 fois plus cher son steak, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, et puis autre chose, si on veut réconcilier justement les végétariens, c'est que la vache, en fait, au lieu de manger par exemple juste le muscle, il faut manger tout. Tu vois, les abats, la peau on l'utilise pour le cuir. Nous, on a une crème à base de graisse de bœuf, une crème naturelle, donc qui hydrate, qui est désodorisée. En plus, c'est des bonnes vaches. Et tu te dis, en fait, au final, si tu utilises la vache en entièreté, bah en fait, tu réponds à une question écologique si vraiment c'est la question des gens ou des végétariens, tu vois. En fait, il faut juste faire les choses intelligemment. Et je pense qu'aujourd'hui... Le poulet, juste, tu vois, ma mère et mes parents, ils ont toujours manger le poulet en entier. Tu manges le foie là-bas, puis après tu en fais un bouillon aux pâtes le soir. Enfin, et c'est vrai que je trouve ça dommage, les gens qui s'achètent un poulet et ils vont jeter un tiers. Tu te dis, effectivement, je suis pas végétarien, mais je me dis, on a quand même enlevé, entre guillemets, la vie à quelqu'un, un animal. Viens, on rentabilise et on mange tout. Parce que sinon, tu vois, c'est trop bien ce que tu fais, parce que je sais pas combien il y a de foies de bœuf qui sont jetés. Je me rappelle quand on allait encore chez notre boucher, il nous disait le foie, faut le commander parce que nous, par défaut, on le jette. Ouais, parce que et plus un foie personne de le bœuf, mange. ça fait pas cette taille, quoi, tu vois. Donc tu te dis, le gâchis. Bah moi, je pense que l'une de mes convictions, c'est que la responsabilité de l'éleveur, c'est d'offrir les meilleures qualités de vie possibles à ses animaux, et la nôtre, c'est de valoriser son sacrifice en utilisant chaque morceau. Et donc, et en plus, ça répond à la fois à un respect de l'animal, à une logique écologique, mais aussi à une logique de densité nutritionnelle pour les hommes. Donc, au final, il y a vraiment un continuum qui est parfait. Tu mentionnais la graisse. Nous, on utilise la graisse sous-cutanée, périrénale et le gras d'œillet. On fait fondre et on fait du suif de bœuf. Qu'on peut utiliser pour la peau, mais aussi en cuisine. Ouais. Donc, c'est une graisse qui est très stable à la cuisson, qui peut être utilisée en salé, mais aussi en sucré, parce qu'en fait, elle n'a pas du tout le goût de bœuf, plutôt un goût de noisette, en fait. Et c'est la graisse originelle de l'humanité. Tu vois, avant l'invention des huiles de graines, tu parlais des margarines tout à l'heure, etc., des huiles de colza, machin, tout ça, c'est des inventions récentes, ça a un siècle tout au plus, parce que ça nécessite des procédés d'hydrogénisation, etc., de désodorisation, c'est hyper transformé. Donc, l'huile d'olive, par contre, elle est quand même plus ancestrale, mais l'huile d'olive, elle a peut-être 6000 ans, tu vois. Tandis que la graisse animale, ça fait 500 000 ans qu'on la mange, tu vois.
Donc voilà. Et donc pour donner quelques chiffres, dans le conventionnel, on va exploiter à peu près 60 à 65% de la carcasse. Nous, on est à 85%. Donc on utilise le muscle évidemment, mais on utilise aussi le foie, les rognons, le cœur. Donc les rognons, c'est dans nos boulettes. Enfin, rognons et cœur dans nos boulettes, foie et cœur dans notre haché. La graisse pour faire le suif. Les os, on les fait bouillir, on fait du bouillon d'os qui riche en collagène et en glycine. Donc voilà, donc il y a vraiment cette logique d'utiliser tout l'animal. Tu parlais du poulet. Alors avant qu'on fasse du poulet, on commence à faire du poulet avec Féroce. Ah, ok. Avec la même logique. Et donc tu vois, on a un haché poulet dans lequel on met la peau, les ailes, les cuisses, les abats, donc le cœur, le foie. Enfin voilà, donc on réutilise tout, mais bon, peu importe. Avant, moi j'achetais mes poulets entiers. Et donc c'est assez amusant parce que si tu manges ce poulet avec des gens, il y en a qui vont manger les cuisses, d'autres les blancs, et puis en fait, après, la carcasse, ils vont la laisser. Et moi, ils me disent, bah, toi, tu manges rien? Et puis, si, laisse-moi la carcasse. Et j'arrive à récupérer une telle quantité de viande sur la carcasse, je me fais 300 grammes de viande ou 400 grammes de viande. Hein. Il y en a une tonne qui est cachée un peu partout, tu vois, dans les petits os, etc. Enfin, t'en as plein, quoi. Et les gens, ils jettent ça, tu vois. Et après, je gardais mes carcasses de poulet, je les mettais au congèle, et quand j'en avais 4, je les faisais bouillir dans la cuve de mon vitaliseur avec de l'eau, du vinaigre de cidre. Pendant à peu près 24 heures, et ça faisait un bouillon d'os, pareil, hyper riche en collagène, en glycine, etc. Et en plus, c'est super bon. Ouais, et puis en plus, avant, on mangeait tout. Hein. C'est juste ça, c'est très moderne qu'on mange juste la viande musculaire. Mais avant, ils mangeaient tout. Bah ouais. Et les plats typiques français, quand tu regardes, il y a beaucoup de plats avec des abats, tu vois. Et même, tu vois, tout ce qui est pot quoi. au feu, poule au pot, etc. Et ma grand-mère, qui a 95 ans, elle a toujours mangé de la viande, elle a toujours mangé des abats, elle a toujours fait ce genre de choses, tu vois. Ouais. Mais ça s'est perdu. Moi, mes parents, ils ont jamais cuisiné ça, tu vois. Ouais. Et donc, et en plus, tu vois, et ça rejoint un peu ce que tu demandais tout à l'heure vis-à-vis du bien-être animal, etc. Je pense que notre relation à la nature, à l'agriculture, elle est complètement détraqué dans le sens où il y a une fracture entre la ville et la campagne. Aujourd'hui, on est full citadin. Dans les grandes surfaces, t'achètes du muscle cellophané qui est enfin, tu vois pas, et on fait tout pour que tu penses pas à l'animal qu'il y a derrière. Même le nom, tu vois, on appelle ça viande bovine. On ne dit pas vache, tu vois. On fait tout pour que tu penses pas à l'animal, tu vois. Et par contre, notre relation à la nature et aux animaux, c'est notre chat ou notre chien, à qui, en plus, qui est devenu un membre de notre famille, donc à qui on prête, il y a une forme d'anthropomorphisme où on leur prête des émotions, etc. Et c'est vrai, ils ont des émotions, je suis pas en train de dire j'ai des chiens, j'adore ça, enfin voilà. Mais tu vois, on a une relation qui est un petit peu anormale, si tu veux, avec le monde animal. Les gens préfèrent des fois avoir des chats que des enfants, je pense. Ouais. Non, même, regarde, il y a des gens qui arrivent à catégoriser les animaux. Le poisson, c'est pas grave, mais la viande, Oui. si, tu vois. Bah, parce qu'on s'y identifie moins. Ouais. C'est pas des mammifères, en fait. Oui, c'est vrai. Non, mais tu vois, mais ça reste je des suis d'accord animaux. avec Ça toi. reste Non, mais des c'est vrai, êtres tu vois, moi, vivants. je me suis toujours dit pourquoi, ou même, c'est bête, mais une fois, une petite anecdote, j'avais un pote végétarien, donc vraiment, faut pas toucher aux animaux et tout, il rentre chez lui, une araignée, il l'écrase. Alors, est-ce que si j'écoute mes émotions, effectivement, une vache, c'est un mammifère, je me sens plus proche qu'une araignée. Maintenant, tu rentres chez toi, tu butes une araignée, moi, je mange mon poulet, quelle est la diff, quoi. Et tu vois, tu dis c'est lié aux mammifères, mais c'est aussi lié à la beauté. Par exemple, on tue un loup. Tu vas trouver ça affreux. Par contre, on tue une hyène, bah, ça te dérange moins, tu vois. Ouais, oui, c'est oui. vrai. C'est comme Ouais, la c'est vrai. baleine. La baleine, genre, qui peut chasser la baleine aujourd'hui, à part les Japonais? Enfin, plus personne veut le faire. Parce qu'une baleine, c'est un côté majestueux et tout. Et je me demande si on mange de l'éléphant, tu vois, comment ce serait perçu. Bah, et d'ailleurs, un autre exemple, t'as les chevaux aussi. Tu vois, la viande de cheval, t'as raison. ouais, la viande de cheval, bah, tu la manges pas parce que justement, le cheval, il est un peu à l'entre-deux entre l'animal d'élevage pour la boucherie et l'animal de compagnie, tu vois. Et donc, ça nous pose un problème, tu vois. Et en plus, tu vois, moi, je mange pas de cheval, par exemple. non plus. Mais je sais même pas où Parce m'en que ma femme est procurer. cavalière. Bah, voilà. Moi, j'en ai déjà mangé en vrai. En vrai, c'est pas mauvais. Mais tu vois, C'est il y plus fort. a aussi ce truc où je me dis, j'adore l'histoire, les chevaux, entre guillemets, je me dis, ils ont tellement servi à la guerre, on peut les laisser tranquilles, tu vois. Ouais. Mais ça n'a aucun argument rationnel. Ouais, c'est émotionnel. Mais c'est comme ça. Puis aussi, on a des habitudes. Par exemple, en Australie, ils mangent le kangourou quand on mange du poulet. Si demain, il y a un excès de kangourous en Australie, qu'on les importe en France, je pense qu'on aura un peu de mal à se dire, je vais me cuire mon kangourou, tu vois. Et tu vois, une autre incohérence aussi, c'est t'as des végétariens qui mangent du fromage. Et donc, qui sont végétariens pour pas tuer les animaux, mais ils mangent du fromage. Or, il faut savoir que la filière laitière, elle peut pas exister sans la filière bovine. Parce que pour faire du lait, t'es obligé d'avoir des cycles de lactation et donc régulièrement, 2 fois par an, que la vache, elle fasse des petits veaux. Et les petits veaux, après, faut en faire quelque chose. Donc, soit on les envoie en Italie et on en fait du veau de boucherie, donc ils sont enfermés dans des toutes petites cages, pour pas bouger, que leurs muscles se développent pas, qu'ils restent bien blancs parce qu'on aime bien la chair pas trop avec pas trop d'hémoglobine, tu vois. Et donc ces animaux d'ailleurs qui sont carencés en fer et c'est volontaire
pour que ça réponde aux attentes des consommateurs, de la même façon que si on met du sel nitrité dans le jambon, c'est parce que les gens ils attendent que le cochon il soit rose. Et donc il y a une autre partie qui va être engraissée en France et qui va devenir des bœufs et faire de la viande bovine, tu vois. Mais tout ça pour dire que sans filière bovine, tu pourrais pas avoir de fromage. Oui, non, mais tu sais, tu me convaincs sur tous les Oui, arguments, je suis avec toi, mais c'est vrai que c'est comme, t'as raison, le poisson. Par exemple, là, on était en vacances, il y avait une activité qui était proposée, c'était pêche. Mais je me dis, mais ça existe dans aucun endroit du monde où l'activité de l'après-midi, c'est chasse. Oui, c'est vrai. Non, mais tu sais, pêcher, ça a ce côté, ah papa, j'ai pêché, j'ai pris un. Tu vois, mais qui dit, ah papa, trop drôle aujourd'hui avec des copains, on allait tester. Non, mais tu vois, et c'est dingue, par exemple, nous, on a quelques amis qui ont leur permis de chasse, mais quand ils disent ça, il y a toujours quelqu'un qui dit, attends, t'as pas honte. Par contre, si tu dis, je vais à la pêche le week-end, ah génial, profite. C'est marrant, tu vois, Et tu vois, vis-à-vis de ça, donc j'avais parlé de ma transition végétarienne, et puis quand après 9 mois, je me suis aperçu que vraiment ça m'allait pas, je me suis questionné sur comment est-ce que je pourrais recommencer à manger de la viande qui réponde à mes engagements éthiques, et il s'avère que mon beau-père est chasseur. Mais il est pas chasseur, il fait pas de chasse en battu, etc. Il est chasseur à l'approche, donc il part toute la journée en montagne, il trace les animaux en regardant leurs traces, etc. Tu vois, il y a plein de fois où il rentre sans avoir tiré. Il faut qu'en plus il tue que des bêtes âgées. Donc s'il envoie mais qu'elles sont trop jeunes par rapport à son estimation, il tire pas, etc. Tu vois. Et donc je me dis, pour moi c'est génial parce que c'est des animaux qui sont âgés, qui ont vécu toute leur vie en pleine nature, en pleine liberté, sans être emmerdés par l'homme, et quand il se fait tuer, il s'en rend même pas compte parce que il vise bien et que voilà, il fait carreau et l'animal il meurt direct, quoi. Donc je me dis c'est parfait. Donc j'ai commencé à remanger d'abord avec cette viande là et je me suis dit je veux manger que ça comme viande, tu vois. Bon évidemment je voulais pas être que dépendant de lui, donc j'ai passé mon permis de chasse. Et donc il s'avère que entre temps j'ai découvert cet éleveur qui fait de la viande bovine 100% à l'herbe, etc., qui correspondait parfaitement à mes engagements, et donc j'ai commencé à en acheter chez lui, et donc j'ai jamais été à la chasse. Donc j'ai passé mon permis, j'ai acheté un fusil et j'ai jamais utilisé de ma vie. Et pour être honnête, je sais pas, je pourrais même pas répondre à la question de qu'est-ce que ça m'aurait fait de tirer, est-ce que j'aurais osé tirer, qu'est-ce que ça m'aurait fait de tirer, etc. Après, je trouve que, tu vois, il y a aussi une logique, on vit dans une société qui est hyper spécialisée, c'est parce que potentiellement il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe d'élever ta vache et de cultiver les légumes que tu manges, que tu peux passer ce temps-là à préparer et enregistrer des podcasts et à partager de la connaissance sur la santé humaine, tu vois. Et je pense que... faut s'aider, quoi. Je pense que c'est important de recréer du lien entre la terre et l'assiette. Pour ça que nous, sur nos étiquettes, il y a toujours un QR code qui te permet d'accéder aux analyses labo pour savoir exactement ce que tu manges. Donc ça va plus loin qu'un label, parce qu'un label, en fait, c'est une obligation de moyens, mais pas de résultat. Tu sais jamais vraiment ce que ça te promet. Tandis que là, tu sais vraiment ce que tu as dans ton assiette, mais on met aussi une interview de l'éleveur d'où vient l'animal, parce que le constat, c'est de se dire, tu peux pas aller vérifier comment est-ce que l'animal a été élevé. Donc nous, on le montre, on a pris le parti de le montrer, d'aller rencontrer les éleveurs, et comme ça, tu vois l'amour qu'il avait pour ses bêtes, tu vois dans quelles conditions elles ont vécu, etc. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, parce que ça augmente la conscience que tu as dans l'acte de manger, tu vas moins gaspiller, tu vas prendre plus de plaisir et tu vas plus respecter l'aliment. Je pense que ça a des avantages en termes philosophiques, éthiques, mais aussi en termes de santé, parce que Bien comme sûr. on l'évoquait tout à l'heure, tu vois, voilà, ta pizza, si tu dis qu'elle est mauvaise, potentiellement elle a toutes les chances d'être mauvaise. Là, ta viande, si tu te dis qu'elle Il y est a un côté excellente, il y a toutes les psychologique, chances qu'elle soit Ouais. encore meilleure que ce qu'elle n'est, même si déjà de base elle l'est. Bref, et donc recréer du lien entre la terre et l'assiette, je pense que c'est quelque chose d'important. Peut-être j'aimerais bien faire du tourisme vert et permettre aux citadins d'aller passer un week-end, tu vois, dans une ferme pour voir un peu comment ça se passe. Parce que moi, j'avais plein d'idées reçues et je me suis aperçu que c'était bien différent de ce que j'imaginais. Et en plus, dans nos quotidiens qui sont hyper stimulés intellectuellement, tu vois, moi, je suis tout le temps en train d'écouter des podcasts, de répondre à des mails par les gens, je sais plus m'ennuyer. Quand je vais marcher, etc., j'écoute des trucs, je parle, je suis toujours au téléphone. Enfin, tu vois, t'as une saturation d'informations. Je pense que c'est bien de ralentir, de se reconnecter à la terre, de se déconnecter de la technologie, de se reconnecter à la terre et au monde vivant. Donc ça, je pense que tout le monde devrait le faire, entre guillemets. Est-ce que pour autant, ça veut dire que pour manger un animal, tu dois avoir été voir un abattoir ou le tuer toi-même? Non, je pense pas, tu vois. De la même façon que si tu te casses une jambe, tu n'as pas besoin de voir ton chirurgien en train de triturer ton os, etc., pour qu'elle se répare. Enfin, je pense qu'il faut aussi faire la part des choses et se dire que tu choisis une vocation par rapport à tes zones de génie, tes talents naturels, ce que tu penses, ce qui te passionne, etc. Moi, je crois beaucoup en cet alignement. Et tu vois, avec Féroce, j'ai créé plein de boîtes dans ma vie, mais Féroce, c'est la première que je crée avec un tel alignement.
Et se voit. ça me nourrit tellement, tu vois, et je trouve que c'est un tel facteur de bonheur, d'épanouissement que je trouve que c'est incroyable, tu vois. Et donc, je souhaite à tout le monde de trouver un boulot qui les anime profondément. Mais voilà, mais donc tout ça pour dire que non, je pense pas qu'il faille forcément chasser ou tuer un animal pour avoir le droit de manger des animaux. Mais écoute, merci beaucoup. Je Ouais, pense que c'était c'est une un bonne... beau mot de la fin. Ouais. Et je dirais juste un truc pour conclure ce que tu as dit. Une fois, j'avais écouté un mec qui parlait de corrida. Ouais. Et en fait, je savais pas qu'après la corrida, on mangeait le taureau. Non, mais déjà, c'est quand même mieux que juste le tuer pour le tuer. Et surtout, il avait utilisé un argument que je ne savais pas, mais c'est un peu ce que tu as dit. C'est en fait, le taureau, il a vécu toute sa vie en liberté. Je dis pas que je suis pour. Ok, c'est juste, c'est intéressant de voir ça comme ça. Et il vaut mieux que tu vois, tu dises, ta vache, elle a vécu toute sa vie en liberté. Et bon, ben, à un moment, on l'amène à l'abattoir, on la mange. Plutôt que, en fait, qu'elle ait vécu enfermée, etc. Et qu'on la mange quand même. Enfin, il y a ce côté, elle a quand même vécu trop bien toute sa vie. Et ça, en fait, dans le débat, il est jamais pris en compte. Tu vois, donc c'est trop bien que tu l'as abordé. Et Voilà. surtout, on mettra ton réseau, tes réseaux et ton site, c'est quoi? C'est féroce.com? Féroce.food. Féroce.food. Bon, on mettra tout. Féroce.food. Ouais. Il a pris le Je féroce.food. pense que de toute façon, si tu tapes Féroce sur Google, Oui, oui. Féroce Non, mais de toute Féroce façon, on sur mettra Google, les liens en description. Ce sera plus simple pour les gens. Franchement, merci beaucoup, Ouais, David. merci C'était pour, c'était l'épisode. vraiment top. Hyper clair. Je retiens que tu te supplémentes en magnésium. Ouais. Très bon point. Ouais. Alors, si tu veux, donc je me supplémente en magnésium, en vitamine D. Et en glycine parce que pour l'instant j'ai pas de bouillon d'os comme je voudrais avoir, mais j'aimerais bien supprimer la glycine en poudre pour le bouillon d'os que je fais. Bah, tiens-nous Ok. au courant. Ouais. Trop Trop bien. bien. Merci beaucoup. Ouais, merci. Et Pour puis, ceux qui nous ont écoutés aussi, n'oubliez pas de liker, vous abonner, petits commentaires. C'est comme ça qu'on peut avoir des invités comme David et continuer le podcast. Donc, donnez-nous de la force, c'est très important. Et puis, donner de la force aussi à David. ouais. On mettra tes réseaux et tout. Et puis voilà, on Et se le lien retrouve, du podcast ouais. aussi. Que Merci t'as. pour l'invitation, c'était super Ouais. chouette, je me suis régalé, vos questions étaient super, c'est une belle conversation. Bon, bah, trop bien. Bon, bah, nous, on se dit à la semaine prochaine. Et puis voilà. Prenez soin de vous d'ici là. Ouais. Ciao. Salut.